Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à tous et bienvenue du coup dans cette première édition ce que j'ai appelé le Flutterflow Connect. Donc, c'est un atelier live avec toute personne qui souhaite le rejoindre. On va parler du coup de Flutterflow évidemment essentiellement, mais surtout de développement mobile. Ok, le but c'est que vous puissiez poser toutes vos questions, d'avoir un maximum de réponses sur toute la thématique du développement mobile, ok? On va parler de web app, on va parler évidemment d'applications mobiles, donc sur iOS et Android, mais plus généralement aussi, c'est un questionnement qui revient souvent, c'est le choix stratégique. Là, il y en a qui parlent, est-ce qu'on peut faire des applications de bureau? Oui, on peut le faire avec Flutterflow. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Flutterflow, donc c'est une surcouche de Flutter, d'accord? Et donc que Flutter, ça permet à la base, c'est un outil de développement qui est multiplateforme, et on va pouvoir convertir en fait nos applications sur plusieurs plateformes. Ok? Donc oui, on peut faire du multiplateforme, hein. Alors je coupe les micros de tous ceux qui se connectent au cas où, hein. Ok, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions avant qu'on continue? C'est bon? Donc on peut faire du iOS, du Android, du macOS, du Windows et du web. Et moi, il y a un des sujets donc, sur lequel moi je travaille beaucoup, qui est un petit peu méconnu, c'est en fait l'utilisation des web apps avec Flutterflow. Donc est-ce qu'il y en a là qui ont déjà développé des web apps avec Flutterflow ou pas? Ouais. Toi, Jean-Michel, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dans le cadre d'une phase de test ou c'est quelque chose que tu utilises au quotidien? Non, c'est mon premier projet, Flutterflow. L'idée, c'était d'avoir un outil, un seul code pour web, iOS, Android, et de plus performant. Donc, je pense que c'est du code compilé chaque fois pour les target devices, je sais pas comment on dit en français, enfin, soit. Ouais. Et donc je pense que c'était par rapport à React Native, par exemple, c'était un meilleur choix, je pense. Voilà. Ok. Mais en tout cas, pour les autres, c'est pourquoi est-ce que vous ne faites pas des versions web? En tout cas, pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses peut-être à donner? Pourquoi est-ce que vous... En fait, disons que moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'on n'a pas le réflexe de penser web app et PWA. Déjà, est-ce que ces termes-là, ça vous parle ou pas? PWA? Ouais. Progressive Web App? Ouais, ça vous parle? Donc, en fait, les PWA, donc c'est des web apps. Donc, en fait, ce terme web app, hein, je vous le mets dans le chat. Donc, on parle de web app, donc littéralement d'application web, mais aussi de PWA, c'est-à-dire Progressive Web App. On rajoute le progressive. OK? Donc, ce sont en fait des applications et je vais vous faire des petites démonstrations là. Hop, je commence le partage d'écran. J'affiche le chat aussi, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein. Donc, les PWA, en fait, c'est des applications qu'on va pouvoir développer, exporter en version web et qui vont avoir ce statut, en fait, progressive et surtout adaptative. Je peux vous prendre aussi le projet WhatsApp. Donc, j'ai beaucoup me servir un des projets de la formation Flutterflow Excellence parce qu'il y a 5 projets qui ont été développés et donc ces 5 projets-là, ils sont exportés à chaque fois en web app. Ici, vous le voyez par exemple dans la structure de la formation, en fait, vous avez deux possibilités, soit tester l'application en PWA et donc ouvrir le lien de l'application, et également cloner le projet. Ça, c'est une autre fonctionnalité qui est pas mal de Flutterflow, c'est qu'on peut littéralement partager, cloner un projet et donc récupérer sa structure de base de données, ses fonctionnalités, etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc ici, ce qu'on a, c'est une PWA. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on peut repérer une PWA? Qui ont des astuces pour savoir comment est-ce qu'on peut les repérer ou pas? On peut mettre dans le chat. Comment est-ce qu'on sait si une application... Ouais, l'icône dans la barre, ouais. Ici, en fait, quand on est donc sur quasiment toutes les interfaces de Google Chrome, hein, qu'on soit sur macOS, Windows, on va ici avoir un petit bouton installer. Installer l'application. Ok. Donc ça, cette icône-là, je ne l'ai pas sur tous les sites. Par exemple, moi, quand je suis sur mon site ici, j'ai pas cette icône-là. J'ai l'icône favori, mais j'ai pas l'icône pour installer l'application. Ok. Ici, quand on est sur une application, donc une web app qui a été conçue comme ça, on va avoir ici le bouton, d'accord, pour installer l'application. Donc je l'ai aussi pour TikTok, je l'ai donc pour tous les projets de la formation, alors pas Instagram, c'est pas grave. Pour Amazon, ici aussi je l'ai, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'en fait, on a une icône, en fait, c'est le favicon de notre site, de notre web app, et on a ici une URL, d'accord?
Alors, ce que vous pouvez voir aussi, je vais vous montrer, je vais peut-être pas faire le partage d'écran, mais je vais vous montrer depuis mon téléphone, ici. Par exemple, je vais prendre l'application Amazon. Et en fait, moi, j'ai ici, là, ce que vous voyez sur mon interface ici, Google Chrome, en fait, je vais aussi le retrouver dans une application. Ok, ce que vous voyez sur mon téléphone, c'est pas une application native iOS, c'est une web app. Ok. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on fait pour installer une application, une PWA sur leur téléphone, en fonction de si on est sur iOS ou Android? Oui, il y en a qui savent, ouais. Quand on est sur iOS, on va passer par Safari, et quand on est sur Android, on va passer par Google Chrome. En fait, c'est le navigateur web qui est natif de chaque écosystème. Donc là, je vais vous le montrer en version web, mais en gros, ici, quand on prend cette application-là, je peux cliquer sur installer l'application, et donc ça va installer une web app sur mon ordinateur. Alors, je peux vous montrer au niveau du partage ici. Je vais partager cette fois-ci tout mon écran. Voilà. Là, ça vient en fait de me créer une web app, d'accord? Donc ici, j'ai littéralement mon application, qui est effectivement une application à la base qu'on dit mobile, mais je la retrouve ici en web app, d'accord? Donc là, c'est en fait, c'est toujours une vue web, d'accord? Mais qu'on va pouvoir ouvrir et lire directement ici, en étant sur soit un ordinateur de bureau, soit également sur un téléphone, un terminal mobile, ok? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les web apps ici? Parce que le vrai intérêt pour moi, en fait, de vous présenter d'abord cet outil-là, c'est que quand on est dans des phases de développement, de partage de son projet, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. D'ailleurs, vous voyez ici que je viens de faire apparaître cette icône ici sur mon écran d'accueil. Ok. Donc ça devient officiellement un petit peu comme un logiciel à part entière sur notre ordinateur. Pourtant, on n'est pas sur la version ici, comme je vous disais, qui est macOS ou Windows, hein. On est sur une web app qu'on va pouvoir lire en fait sur un navigateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'exemple de WhatsApp, parce que je peux vous le remettre ici, cette version PWA ici. D'ailleurs, une fois que c'est installé, vous voyez que je peux ouvrir ce lien dans l'application. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi créé une vue en fait qui va être pour les grands écrans. Ok, donc pour les écrans de bureau, de tablette également. Ok. Alors, avant de répondre du coup à toutes vos questions, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les web apps? Est-ce qu'il y en a qui voient l'intérêt, ou peut-être qui ne voient pas encore l'intérêt d'utiliser les web apps pour l'instant? Moi, j'ai une petite question par rapport au web app. Oui. Du coup, par rapport à ce qui est fait dans Flutterflow, en Mhm. fait, peu importe que ce soit la version web, peu importe que ce soit une web app, ou peu importe que ce soit une appli sur mobile, dans Mhm. les trois cas, au niveau du développement sur Flutterflow, ça change rien. Non. Alors, D'accord. c'est Donc une c'est bonne question. Euh, alors, peut-être que je vais reformuler aussi. En fait, c'est qu'est-ce qui va changer en fonction de la plateforme ouais. que tu vas viser. Ok. À part, Donc, je suppose, le côté responsive, forcément, selon l'écran ouais. Alors, d'adaptation. ouais, alors effectivement, tu vois, le côté responsive, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, je vais vous montrer, ça va être encore plus simple. Moi, j'ai développé en fait, enfin, c'est pas tout à fait terminé. Ici, donc, la version en fait mobile de mon site web. Ok. Donc, c'est une PWA qui est hébergée pour l'instant sur Flutterflow parce que c'est en mode test. Et en fait, j'ai recréé toute l'interface de mon site internet en version application mobile. Et j'ai vraiment travaillé pour faire en sorte qu'on ait une interface grand écran et une interface vraiment application mobile, donc avec le menu de navigation. Donc comme tu disais là, le premier point c'est le côté responsive, donc là on peut avoir assez facilement un passage entre une vue, donc là par exemple j'ai un iPhone, ok, Mm, à une vue par exemple un peu plus tablette. mm. Je peux vraiment vous montrer là, j'ai plein d'astuces à vous partager, mais on peut vraiment ici gérer toutes les tailles d'écran, ok. Et notamment avec l'utilisation ici d'un menu latéral, et quand on est sur une plus petite taille d'écran, on va passer avec ici un menu, une app bar en fait, une bottom navigation bar. Ok. Donc le responsive c'est un point, mais c'est que un seul point. En fait, c'est pas forcément le plus technique. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Je peux vous montrer ici directement depuis le projet. Voilà, Driss AS, c'est mon application. Le côté responsive, c'est plein de petites astuces mises bout à bout, mais le plus important, en fait, c'est peut-être aussi de comprendre
qu'est-ce qui va être facile à adapter en version web, en version mobile, etc. Ici, vous avez en fait la sélection des plateformes. Donc, littéralement, vous allez pouvoir cocher est-ce que je veux que ça soit configuré sur macOS, Windows, même Linux. OK? Et en fait, par défaut, on n'a pas encore, c'est pas forcément coché ici la version web. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de cocher ici la version web, ok? Peu importe vos projets. Par exemple, Charlotte, là, tu posais des questions. Même si tu travailles sur un projet d'application, moi, ce que je vous invite à faire tous, c'est cocher la version web ici. Et surtout, rendez-vous dans la section Web Deployment. Je crois que cette version-là, cette fonctionnalité-là, elle n'est pas accessible en forfait standard. Enfin, il faut quand même avoir le minimum l'abonnement Flutterflow. En fait, vous allez pouvoir définir ici l'URL de votre application web en étant hébergé pour l'instant sur Flutterflow. On peut le connecter en fait à un propre domaine, un custom domaine ici. Et en fait, à chaque fois que vous allez développer une nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir publier la mise à jour. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Ici, je vais changer la couleur primaire. OK? Je vais mettre du vert. OK? Donc là, ça va changer tout le design de mon application. OK? Donc c'est pas... On va mettre un truc un peu plus joli quand même. Je reviendrai dessus après. Donc là, ça change le design de mon application. D'accord? Donc ça change tous mes boutons. Donc là, je vais aller dans Web Deployment. Je clique à nouveau sur le bouton déployer. OK? C'est en train de publier ici mon application. Il est là. Et donc là, j'ai juste à attendre ici que ça soit actualisé et je vais pouvoir en fait rafraîchir mon projet. Bon là, c'est pas encore actualisé. OK, il suffit d'attendre que ça soit fait. Donc juste pour revenir au point qui est un petit peu technique, il faut du coup quand même avoir en tête à chaque fois qu'on va avoir une seule base de code qui elle est faite en Flutter, ok? Et en fait cette base de code là, elle va être convertible. En fait, Flutter c'est un outil qui a été développé et le Dart en fait en tant que langage pour être converti. En fait, il va être, j'ai oublié le terme, il va être compilé, voilà, vers plein d'autres cibles. Et on va avoir toutes ces cibles là. Il faut quand même avoir en tête que, en fonction des fonctionnalités, parfois, on peut avoir certaines choses qui sont dispo sur Android et iOS et pas en version web. Ok, par exemple, vous prenez ici l'application Amazon. Quand je vais faire une demande de paiement, d'accord, je vais utiliser Stripe Payment. Je vais pas avoir, je vais avoir un formulaire tout simple ici. Et si vous pouvez le voir dans la capture d'écran, quand je suis, là je ne l'ai pas sur mon application, enfin en mobile, quand je suis sur iOS, donc sur un vrai terminal iOS, je vais avoir l'intégration de Apple Pay. Ok? Donc, toutes les fonctionnalités ne sont pas, par définition, ici utilisables en version web. Par exemple, ici, j'ai un bouton scan. Et ce bouton scan, il ne marche pas parce que je suis en version web. Il va marcher qu'en version mobile. Je vais ouvrir en fait le scanner et donc la caméra de l'appareil photo pour venir scanner potentiellement un autre code barre ici. Ok? Un QR code plutôt. Et donc, pour ça, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est vous rendre sur le site pub.dev ici. Alors, ici, on peut aller, par exemple, chercher... on va aller chercher, par exemple, QR code. Je crois que j'avais déjà fait en direct aussi la recherche. Voilà, par exemple, QR bar ici, scanner. Et ici, en fait, on va avoir surtout le plus important, c'est les plateformes qui sont disponibles. Ok, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est le site pub.dev. En fait, c'est le site qui vous permet d'aller chercher des fonctionnalités un petit peu plus précises. C'est le gestionnaire, en fait, des packages de Flutter. Ok? Est-ce que, du coup, ça répond à toutes tes questions, Charlotte, ou Oui, oui, oui. Ouais, c'est Nickel. bon. Ouais. Ok. Donc, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte, mais moi, ce que j'essaie vraiment de vous montrer là, et je crois que c'était important pour faire un premier live assez général, c'est qu'il ne faut pas hésiter en fait à utiliser ces web apps-là pour tester son projet, pour le partager. C'est-à-dire que là, regardez, je vais vous envoyer par exemple ici les PWA. Donc là, je vais revenir sur l'accueil. D'ailleurs, peut-être qu'on aura eu la mise à jour avec la couleur. Alors, est-ce que ça a été déployé? Ouais, ça y est, là on voit l'écran qui est vert là. Ok, vous voyez bien là? Ouais. Bon, là c'est pas hyper beau, hein, mais du coup ça a changé le thème couleur de mon application. Ok? Bon, c'était juste pour vous montrer qu'on est capable en fait, en déployant, de visualiser des différences très très rapidement. Ok? Donc je reviens avec mon thème couleur classique, hein, sinon ça va pas être beau. Hop.
Donc, le déploiement web, ce qui est pratique aussi, c'est que là, on va être directement hébergé sur Flutterflow. Il faut savoir que ça fait partie des services qui sont proposés par Firebase. C'est l'hébergement. Hein, on a eu une question tout à l'heure sur, par exemple, les Dynamic Link. Il faut essayer de voir en fait Firebase comme un ensemble en fait de services, d'accord? Pas comme pas finalement comme quelque chose qui est uniquement dédié par exemple aux bases de données. C'est un ensemble de services qu'on va pouvoir utiliser, d'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme projet? Par exemple, on va prendre Instagram. Hop, ici. En fait, on a un ensemble de services qui sont dédiés aux applications mobiles. Et parmi ces services-là, on va avoir par exemple ici ce qu'il est le hosting. Donc le hosting, c'est l'hébergement. Ok. Donc là, c'est Flutterflow qui héberge notre app dans une version de test. C'est pour ça qu'ici, toutes les URL que vous voyez, c'est des sous-domaines en fait de flutterflow.app. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions un petit peu plus précises sur les web apps, leur utilisation, etc. Ok, donc on a la possibilité de le déployer même avec la version gratuite de Flutterflow. Voilà, d'autant plus, euh, surtout qu'ici vous allez avoir le mobile deployment. Ça fait partie des choses qui sont avec le forfait, qui est le forfait pro. Donc le forfait le plus cher de Flutterflow, qui est à peu près à 70 $, 70 € par mois. Donc voilà, c'est un petit investissement. On va avoir une aide au déploiement. Mais tout de suite, en fait, vous pouvez considérer que le déploiement en version mobile, c'est un petit peu plus premium, mais vous pouvez faire un test, un partage de votre projet uniquement en utilisant ici le déploiement web. Vous pouvez rédiger ici, enfin préciser le sous-domaine de votre application web, d'accord? Oui, c'est vrai que pour les tarifs, hein, il y a la possibilité de payer moins cher en changeant votre localisation, mais par exemple, moi, quand j'ai directement commencé avec le forfait tarif français, c'est foutu pour la suite. Donc. Mais il y en a qui payent beaucoup moins cher en étant dans des pays en Asie ou en Amérique latine. Vous aurez des tarifs qui sont un petit peu moins élevés pour Flutterflow. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, je vais un petit peu commencer à regarder là vos précédentes questions. Oui, alors, il y a la question, par exemple, je prends de Prince là, sur est-ce que pour développer des outils web, est-ce qu'il ne faut pas mieux utiliser directement des outils de développement web? On peut parler de WordPress, de framework, y compris de Bubble, hein, ça peut être intéressant. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de considérer, enfin, c'est pour ça que j'utilise le mot web app, pas de site web. Ok? Un site web, il peut être vitrine, un site de présentation. Moi, j'utilise WordPress moi pour mon site internet, donc ça a ses contraintes aussi, ça a son utilité. C'est pas forcément le même raisonnement dès le départ. Là, on en a vu certains qui ont présenté un petit peu leur projet. On va parler en fait de web app dans un projet où on veut de l'interaction. On va avoir de l'interaction avec les utilisateurs. Je prends l'exemple de Instagram parce que c'est un des plus classiques. Gestion des likes, gestion des follow, unfollow. Il faut voir en fait à ce moment-là votre web app un petit peu plus comme un logiciel que vous allez exporter en version mobile, en version web ou en version de bureau. OK? Et donc à la question aussi, quel est l'intérêt d'une web app versus une application mobile? Bah, en fait, c'est que quand vous êtes sur une application qui est sur les stores, en fait, vous allez donc, vous avez compris l'idée de convertir hein, votre code Flutter en différentes versions, en version Android, iOS ou web. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez donc exporter votre application sur iOS, mais ensuite, elle va être hébergée sur les stores, donc les magasins d'applications. Et donc, quand on est hébergé sur ces stores, il y a des contraintes. Ok. Pour ceux qui ont suivi, par exemple, l'histoire du cloud gaming, ça vous parle, le cloud gaming de Microsoft, le Xbox Game Pass? Bon, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui ne sont pas autorisées, par exemple, sur les stores, sur iOS, par exemple. Ça a été le cas pour le Xbox Game Pass. Je vais vous montrer l'exemple. Donc sur iOS, en fait, on n'avait pas la possibilité, en fait, ici, de vraiment jouer au jeu. D'accord? Donc on avait une application, mais qui ne permettait pas, par exemple, de jouer au jeu dans le cloud. OK? Donc ce que ici propose en fait Xbox, c'est qu'ils ont en fait créé une PWA pour vous permettre en fait de jouer bon, en fait, d'ouvrir cette application-là avec toutes les fonctionnalités. Ils ont développé une web app,
Et donc, l'intérêt de la web app, c'est qu'on peut l'installer en fait de manière parallèle, si vous préférez, aux App Store, et au Play Store. Ok. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire de, bon, je vais rester dans la thématique jeux vidéo, de Fortnite, par exemple. Fortnite, c'est un des jeux qui a été banni par l'App Store, par Apple. Donc, ils ont disparu de l'App Store. Donc, en fait, les web apps, c'est une opportunité en fait de permettre aux gens de continuer à partager votre solution, partager votre projet. Donc, c'est utile surtout pour nous quand quand on lance un projet, on veut le partager. Par exemple, là, je vous ai dit, je souhaite vous partager mon application. Je vous partage, comme ça, je vais le faire ici. Voilà, le lien de mon application. Une fois que vous avez ça, vous pouvez installer cette application sur votre propre téléphone. OK? Donc, tout l'intérêt, c'est plus partager son projet plus rapidement. Quand on est prestataire, par exemple, ça peut être partager l'évolution du projet aussi, ça c'est très intéressant. Et donc, c'est tout simplement une alternative qui serait bête vraiment de ne pas utiliser aux versions mobiles pures, c'est-à-dire Android et iOS. Ça ne veut pas dire qu'on oublie Android et iOS, ça veut dire que disons que c'est l'objectif ultime, mais que ça reste toujours un petit peu plus compliqué de s'adapter aux App Store et au Play Store. OK? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Encore une fois, je remonte un petit peu plus tôt. Alors, on a aussi une question, est-ce que pour un débutant, est-ce que c'est plus intéressant Flutter ou Flutterflow? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se posent ce genre de questions? Flutter, Flutterflow? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui hésitent un petit peu sur le choix Flutter, Flutterflow? Ouais. Ouais. Ok. Alors, le choix Flutter, Flutterflow, moi, c'est un choix que, bon, vous avez peut-être suivi. Moi, je l'ai fait, je l'ai partagé avec vous sur la chaîne YouTube. En fait, j'ai partagé aussi mes réflexions, etc. Donc, c'est sûr qu'un choix de technologie, un choix d'outils, ça a toujours son importance, ça a toujours, entre guillemets, c'est lourd en conséquence, mais moi, ce que je peux vous dire déjà aujourd'hui, c'est que je suis vraiment convaincu par l'outil et que je ne le regrette pas. Ok, donc ça, c'est première chose, moi j'en suis vraiment satisfait. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que je vais recommander à certaines personnes en fait d'utiliser plutôt Flutterflow que Flutter? Alors, un des gros points en fait de Flutterflow, ça va être son intégration des bases de données Firebase. Et en fait, plus généralement, de toute l'interface de Firebase. Ok. Donc là, je vais pouvoir vous présenter plusieurs projets que j'ai développés vraiment de manière complète avec Flutterflow. Un des gros points donc, c'est l'intégration ici de la gestion des bases de données. On parle que du système des bases de données, ça va me permettre d'enchaîner pour la suite après dans Flutterflow. C'est-à-dire que ici, ça devient facile de faire des requêtes, par exemple. Ok, ça devient facile de faire des requêtes pour une page de profil, pour une page de recherche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez Firebase et que vous voulez faire du développement mobile avec Flutter, moi je vais vous conseiller directement d'utiliser Flutterflow. On a aussi ici une intégration des API calls. Je peux vous montrer peut-être d'autres projets. Alors moi j'en ai fait avec mon application Gris.as ici, j'en ai fait par exemple avec l'application, le projet de crypto-monnaie, où on va avoir vraiment une démonstration assez simple de l'utilisation des API calls pour obtenir en fait des résultats ici. Voilà, donc par exemple ici, on peut avoir deux API calls, l'un pour recevoir des informations sur les crypto-monnaies et l'autre pour récupérer des articles de news. Et donc les deux cumulés, ça donne en fait une interface qui nous permet de naviguer et de choisir en fait les crypto-monnaies, d'avoir des infos supplémentaires, par exemple des articles de news. Bon, si vous voulez, ce choix en fait entre Flutter et Flutterflow, je vais vous conseiller peut-être aujourd'hui à 90 voire 95% d'être focalisé sur Flutterflow. Il faut voir Flutterflow pas forcément comme du low-code ou comme du no-code, c'est vraiment pour moi un cadre de travail. Okay. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'intégrations qui sont disponibles, on en a donc pour par exemple les solutions de paiement, on en a par exemple pour l'intégration de certains outils comme Algolia par exemple pour les fonctionnalités de recherche, on en a pour les notifications push. Je reviens là sur par exemple la thématique de Jean-Michel où il nous parlait des Dynamic Link. Alors ça, à savoir, est-ce qu'on utilise aussi, on reste sur l'interface de Flutterflow ou est-ce qu'on reste sur les services de Firebase? Il faut voir d'ailleurs, encore une fois, Firebase comme un ensemble de services. Ok, c'est pas un seul service. Et donc Flutterflow est pour moi ultra performant, ultra complet, parce qu'il permet en fait de vraiment combiner rapidement Flutter
et Firebase. Ça a été le premier gros point, moi, qui m'a convaincu. Et je peux vous montrer ici l'interface d'Instagram, et on pourra revenir dessus. On peut quand même très facilement créer une interface, donc ici, on va être sur un réseau social pur, mais plus généralement d'interface sociale, directement ici avec Flutterflow. Et donc, on peut quand même très facilement créer des projets ici avec la gestion des likes, la gestion du follow, unfollow, donc ça marche très bien, et on peut gérer tous les commentaires, etc. Donc ça, un projet Instagram, en fait, moi j'ai eu l'expérience de créer deux projets, enfin un projet précédemment au Flutter, de type interface sociale qui prenait beaucoup de temps à développer. Ici, avec une interface comme Flutterflow, vous allez le faire beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté aussi tout ce qui est interface de code. Il y a des projets où on va avoir besoin de custom code, donc c'est le projet Uber, que je ne sais pas encore ouvert ici. On va pas pouvoir tout visualiser là dans le projet, mais je pourrais vous montrer ça ouais, peut-être directement dans les captures d'écran ici. Voilà, par exemple, on peut avoir besoin de custom code ici pour afficher des widgets un petit peu plus détaillés ici, par exemple pour afficher un tracé sur une carte. Ok. En fait, il faut voir, si vous voulez, que en fait, Flutterflow, ils vont préconcevoir plein de fonctionnalités. Et donc, à partir du moment où la fonctionnalité est préconçue, ou le widget est préconçu, nous, c'est très intéressant. Ok. Alors, est-ce que ça vous donne déjà des bonnes pistes pour le choix entre Flutter et Flutterflow ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions peut-être plus précises sur le choix, l'orientation Flutterflow? Ouais, puis après, on pourra éventuellement parler de Bubble aussi, ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions plus précises Ouais, sur peut-être pourquoi pas Flutter? Oui. ouais, j'ai une question pour Flutter. Moi, je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est peut-être plus simple de commencer par Flutterflow, apprendre l'outil en lui-même, c'est-à-dire utiliser Flutterflow et tous ces outils, et après le compléter par peut-être une formation Flutter pour compléter s'il y a des sujets qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui serait Ouais. intéressant d'utiliser avec Flutter. Ouais. Alors, complètement. Alors moi, un des points aussi qui peut forcément évident à prendre en compte, c'est que pour moi, Flutterflow, ça va vous apporter donc un cadre de travail, et donc ça va aussi vous aider en fait à bien configurer votre projet. Typiquement, le fait qu'on ait donc l'aide, l'assistance ici pour gérer les collections, la structure de collection, on va revenir sur ça après. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent évidemment quand on fait du développement pur Flutter. C'est quelque chose qu'on a donc avec l'interface de Flutterflow. C'est pas obligatoire en fait, mais rien que ça, c'est des petites choses qui vous apportent en fait un cadre de travail. Donc, vous allez faire quelque chose qui va être carré. Et donc, c'est un ensemble de petites fonctionnalités qui vont faire en sorte que il y a effectivement un gap qui est assez important entre du développement pur Flutter, c'est-à-dire du code, on rédige nos fichiers de code en Dart, etc., et de travailler avec Flutterflow. Donc c'est bien plus que l'interface que je peux vous montrer peut-être pour les tutos de design où on va faire du drag and drop. Et effectivement, on peut avoir besoin pour des projets plus ambitieux, plus précis, de custom code. Les custom codes, c'est un domaine aussi qui peut être hyper large, hyper vaste. On va avoir trois types de custom code, donc pour créer des fonctions, des widgets ou des actions qui vont être personnalisées. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on va avoir aujourd'hui ici l'interface du code Copilot. On l'a, je crois aussi. Alors, on ne l'a peut-être pas pour les Cloud Functions, mais en tout cas, plus généralement avec les chats GPT et toutes ces IA-là, on va pouvoir leur demander de nous aider à rédiger des custom codes qui vont quand même pouvoir venir combler toutes nos peut-être lacunes ou en tout cas besoins de code très précis. Donc tu peux vraiment, même si tu as commencé par Flutterflow, dire je vais peut-être avoir besoin un petit peu plus de compétences de code et me faire aider en fait tout simplement par des IA pour générer les codes qui sont complémentaires. Après, c'est sûr que dès qu'on commence à parler de custom code, c'est sûr que c'est bien d'avoir certaines notions. Je ne vous cache pas qu'il y a évidemment parfois des fichiers qui sont un peu plus conséquents. Mais c'est là aussi la philosophie de Flutterflow, c'est de rendre à peu près tout possible à partir du moment où on a une interface qui nous permet d'avoir des choses préconçues en no-code pur, et puis des choses qu'on va pouvoir ajouter avec cette interface donc de low-code, c'est-à-dire on peut ajouter nous-mêmes des petits bouts de code. Okay. Donc oui, en gros, moi je vous conseille quasiment à tous de commencer par Flutterflow. Ça va vous aider à bien structurer votre projet, et en fait, ça ne vous empêche pas par la suite de vous former à Flutter pour avoir besoin, par exemple, de certaines fonctionnalités plus précises. Hein. Encore une fois, là, j'ai pris l'exemple des custom codes ou des custom widgets que vous pouvez voir ici, mais
On pourrait essayer de regarder d'autres exemples. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre exemple? Par exemple, pour Amazon, j'ai dû utiliser en fait un custom code ou une custom action pour calculer le montant du panier, faire en sorte qu'on prenne en compte le prix de chaque produit et la quantité, etc. Tu me dis si ça répond bien à ta question, Ibrahim. Ouais, c'est ça, c'est super. Ouais, merci beaucoup. Ok, eh bien, avec plaisir. Alors Gilles, est-ce qu'un projet commencé en Flutterflow peut être poursuivi en Flutter? Ah non, commencé en Flutter, poursuivi en Flutterflow. Alors non, clairement non. En tout cas, c'est pas conseillé. Disons que même plus généralement, vous pouvez faire, enfin, il faut quand même choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet en Flutterflow. Alors, on peut exporter le code en fait en code Flutter. Vous allez pouvoir le télécharger, d'accord? Mais je vais pas vous mentir, c'est pas un code qu'on est amené à éditer, d'accord? C'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire. Il faut dès le départ prendre la décision de dire est-ce que je fais du Flutter ou du Flutterflow. Donc, c'est une décision qui peut être assez importante, d'accord? Mais encore une fois, c'est plus avoir besoin, si vous voulez, de Flutter pour des bouts de code, en fait, des fonctionnalités. On va plus parler de fonctionnalités. Et on va rester dans le cadre de Flutterflow. OK. Donc, en gros, est-ce qu'on peut commencer un projet en Flutter et le poursuivre en Flutterflow? Non, parce qu'on ne va pas pouvoir importer notre code. C'est pas possible. En fait, il y a toute une structure avec beaucoup de contraintes. Il faut voir, en fait, d'ailleurs, moi j'aime bien le terme framework, hein. Framework, c'est un cadre de travail. Donc Flutter, c'est un framework. Flutterflow, c'est pas un framework, mais moi je considère que Flutterflow, c'est un immense un cadre de travail. Et donc, comme tous les cadres, on va être vraiment orienté. Il faut être capable de rentrer dans le cadre. Donc, on va avoir des contraintes. Il faut se former, il faut comprendre l'outil, comprendre comment il fonctionne. Mais une fois s'adapte à ça, ça vient vraiment vous aider, quoi. OK? Est-ce que c'est bon pour toi, Gilles? Ouais. Alors après, j'ai des questions aussi sur Bubble. Alors, pourquoi Bubble? Pourquoi Flutterflow? Donc, effectivement, il y a plusieurs outils qui sont dans le domaine du no-code, hein. Bubble est assez réputé, assez populaire aussi. Alors, je ne vais pas forcément parler de la comparaison des deux outils parce que honnêtement, moi, je n'ai pas poussé vraiment l'outil Bubble. Moi, le choix de Flutterflow s'est fait très naturellement parce que c'est un outil qui est dédié au mobile. Ok. Flutter, c'est dédié au mobile. C'est-à-dire même si on fait des web apps, on fait des web apps qui vont être des applications web. Ok, donc ça reste des applications. Bubble, c'est aussi un outil qui est fait pour créer plus des sites web qui vont être dynamiques, intelligents, etc., avec une vraie logique derrière, des bases de données. Flutterflow, on est quand même beaucoup plus orienté vers les applications web. Il y a un point qui est extrêmement important, qui n'est pas évident forcément à comprendre dès le départ. Je vous ai parlé ici tout à l'heure des plateformes ciblées, ok, des plateformes cibles. Donc, on a la possibilité de faire du web, du mobile et sur les versions de bureau. Mais on a en fait beaucoup de fonctionnalités qui sont dites natives. Ok, l'appareil photo, Apple Pay, Face ID, la réalité augmentée. Ok, tout ça, c'est des fonctionnalités en fait qu'on va vouloir intégrer dans des applications mobiles et pas forcément dans des sites web. Donc ça veut dire que pour moi, le choix de Bubble ou de Flutterflow, il n'est pas forcément le même. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre Flutterflow quand vous avez en fait votre focus, il va être sur la version mobile de votre projet et que vous voulez aussi proposer une web app. Mais ça veut dire que vous pouvez fonctionner, moi j'aime bien donner les exemples des outils comme des sites comme Netflix ou comme Prime Video, enfin toutes ces interfaces de streaming. On a la page de présentation netflix.com et après, une fois qu'on est connecté, on arrive sur la web app de Netflix. OK? Et donc là, on va avoir une navigation, on va avoir une version web de notre application. De la même manière qu'on a Netflix sur notre téléphone, on va également l'avoir en version web. OK? Donc moi, je vous conseille en fait Flutterflow, vraiment sans dénigrer Bubble. Je pense que c'est un outil aussi qui est assez populaire. Mais il s'agit aussi à un moment donné de faire un choix. Donc moi, j'ai pris le pari de faire Flutterflow. Je ne le regrette pas. Après, il y a aussi, on va vous parler des optimisations, par exemple, pour le SEO, c'est-à-dire l'optimisation pour les stores, pour la recherche Google et les moteurs de recherche. Encore une fois, avec Flutterflow, on va créer des applications. Si vous préférez, on peut utiliser le terme logiciel parce que c'est quelque chose aussi où il y a beaucoup de personnalisation. On va avoir des interactions, on va avoir,
Je vous ai montré ici l'exemple d'Instagram. Le but, c'est que ça soit quelque chose de dynamique. Et même plus que ça, c'est qu'on soit forcément en fait connecté. Ok? Voilà. Donc, je pense que ça répond à la question Flutterflow ou Bubble, mais encore une fois, chacun doit faire le choix de l'outil qu'il choisit et ensuite de s'y investir parce que ce soit le temps de formation, le temps d'apprentissage, évidemment que tout ça, ça demande du temps. Alors, comment on crée la page de désinscription? La désinscription de quoi? Si tu veux poser ta question, tu peux la poser avec ton micro, hein, Mélanie. Ok. Alors sinon, la gestion du state management est possible avec Flutterflow, est-ce que c'est facile? Alors, après le state management, tu as tout un volet ici, donc pas de souci, Tim. On a tout un volet ici sur les app states avec Flutterflow qui est assez complet. Ça, malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas forcément beaucoup introduit dans les différentes formations, que ce soit Flutterflow Challenge ou Flutterflow Excellence. Et pourtant, c'est un élément qui est assez important. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que on va pouvoir gérer donc tout ce qui est state management et surtout on va parler vraiment des variables d'état, soit pour notre page, soit pour notre application, ici avec Flutterflow. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir ici une variable locale, d'accord, pour notre page ou une variable pour toute notre application. Et on va pouvoir être capable d'éditer toutes nos données. Je vais essayer de vous trouver un projet où j'en parle. Vas-y, Mélanie, tu peux poser tes questions. Ouais, bonsoir Driss, merci. Bonsoir. C'est quand je suis en train d'essayer, enfin, je suis en train de mettre mon appli sur Play Store Mhm. et ça me met dans les obligations, il y a 14 points à remplir, qu'il faut que je crée une page de désinscription pour les utilisateurs. Et je ne sais pas si c'est obligatoire ou non. Ok. Donc de suppression du compte, tu veux dire. Voilà, suppression du compte pour les personnes qui ont eu des problèmes avec d'autres utilisateurs et qui voudraient se désinscrire. Ok. Alors, là où je vais pouvoir t'orienter, c'est qu'ici, tu vas avoir pour, on va prendre quel projet? Disons qu'on va prendre WhatsApp, donc une application de, ou Instagram, peu importe. Allez, on va prendre Instagram. On va rester dans l'exemple le plus général. Donc, tu veux proposer la désinscription. Alors, c'est quoi la désinscription concrètement? C'est déjà la suppression de toutes tes infos utilisateurs et Voilà. ensuite la suppression de ton compte. Ok. Alors, le plus important, c'est la suppression des données utilisateurs. Un utilisateur ici, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te rendre en fait dans les réglages en fait de Firestore et que ici en fait au niveau des règles de lecture, ici tu vas pouvoir avoir coché une section. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, ça veut dire si le document sera supprimé, si l'utilisateur qui lui est associé est supprimé. Ok. Donc ça veut dire que ici par exemple tu vas pouvoir cocher la section post si tu veux que quand je me supprime le compte, je supprime tous mes posts. Et on peut même faire pareil avec les commentaires ici. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Après, la suppression, il faut aussi distinguer la base de données de l'authentification, c'est-à-dire qu'il faut supprimer toutes les données de l'utilisateur dans la collection user et dans toutes les collections qui lui sont associées, mais il faut aussi supprimer l'utilisateur dans la table d'authentification. D'accord? Donc ça, c'est deux choses différentes. Donc la suppression des données, tu vas pouvoir le faire en exécutant par exemple une custom action ou directement l'action de supprimer toute la table de l'utilisateur. Ce qu'il faudra surtout faire une fois que ça sera fait, c'est de supprimer l'utilisateur ici. Donc, je ne sais pas si on peut le faire ici. Voilà. Soit tu fais supprimer le compte comme ça, soit tu peux le faire avec une custom action. Ok. Avec un petit bout de code, tu peux le faire. Ouais. Ce sera à moi de le faire et non pas à l'utilisateur. Non, non, tu peux lui permettre de le faire, mais je ne suis pas sûr qu'on ait directement l'action en fait. Ici, alors, on va mettre une action. Ici, donc, on va avoir Est-ce que dans ça le semble back-end. obligatoire? Ah, bah, si tu C'est l'as, obligatoire effectivement, tu as pour le passer. delete user ici. Voilà. Donc là, tu peux delete user en lui transmettant ici l'utilisateur en question. Voilà. En fait, là, voilà, cette action-là, alors elle n'y était peut-être pas avant. En fait, elle te permet donc de supprimer l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et donc, normalement, tu peux faire des tests aussi de ton côté en créant des comptes peut-être de démonstration. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton, ok, quand je réalise cette action? Est-ce que ça me supprime bien toutes mes données ici?
toutes les données de mon utilisateur et par exemple les posts qu'il a créés. OK? Ok, merci. Bon, en tout cas, tu vois un peu la piste qu'il faut prendre. C'est ça, ouais, merci. Et en fait, surtout, ce qu'il faut, c'est distinguer. Par exemple, on n'a pas parlé du stockage, mais il faut distinguer donc là le service d'authentification de base de données et de stockage. Rien que ça. OK? Mhm. Et donc faire en sorte que si je supprime mon compte, je veux aussi supprimer par exemple mon stockage ici. OK? Ok, OK, c'est bon pour toi? ouais, je vais essayer ça. Merci. OK, ça marche. Alors, est-ce que j'avais une autre question? Voilà, n'hésitez pas à lever la main comme ça, et comme ça, je vous donne, vous prenez le micro, hein. Alors, comment bien maîtriser la base de données sur Flutterflow? C'est mon principal problème. OK. Alors, pour la base de données, ce que je vous propose, c'est que juste après, on va se concentrer en deuxième partie là, de l'atelier sur la base de données parce que c'est un très très gros sujet. OK? C'est un sujet qui est sous-estimé. On pense que justement, l'interface de Flutterflow, c'est du no-code, du low-code, donc c'est que du drag and drop de widget. Mais moi, mon principal travail, en fait, quand je travaille avec vous, quand je travaille avec une personne en particulier, c'est quasiment à chaque fois dédié, en fait, sur la gestion et l'intégration, la bonne gestion des bases de données. OK, donc, juste après, je vais me concentrer sur ça. Alors, j'ai juste une question. Est-ce une perte de temps si on fait Flutter au lieu de Flutterflow? Quelles sont les limites de Flutterflow face à Flutter? Bah écoute, c'est une question qui peut avoir plein de points d'entrée, si tu veux. Donc, bon, c'est pas une perte de temps, mais. Alors, qui est-ce qui a parlé là? En fait, moi, je pense que je parle souvent de Flutterflow comme un outil en fait de productivité. OK? Donc, de ce point de vue-là, oui, ça peut être une perte de temps de faire que du Flutter. Évidemment, si vous avez un outil qui est gérable en fait avec Flutterflow, pourquoi ne pas le faire en Flutterflow? C'est un outil pour moi de productivité, c'est-à-dire que quand on est une startup, quand on est un développeur indépendant, on va plus vite, on fait plus de choses, etc. OK? Donc, de ce point de vue-là, oui, je conseille vraiment Flutterflow plutôt que de faire juste du Flutter pur. Parce que moi, j'ai pu tester les deux aussi. OK? Et est-ce qu'on peut faire une page administrateur sur une application? Oui, bien sûr, oui. En fait, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire après avec Flutterflow. On va avoir les limites en termes de fonctionnalité. On a parlé par exemple tout à l'heure des QR codes. Est-ce qu'on peut faire un QR code? Est-ce qu'on peut faire de la réalité augmentée? Augmented reality? Oui, on peut le faire. Après, est-ce que c'est facile à faire? Est-ce qu'on peut tout faire directement en no-code Flutterflow? Pas forcément. Le fait qu'on ait l'interface du custom code, ça rend quand même les possibilités quasiment infinies. Alors, comment on fait pour une page admin, pour créer une page admin? Alors, soit tu vas avoir pour un seul et même projet et surtout une seule et même base de données, tu peux avoir une application que tu vas pouvoir considérer comme étant l'application client et une application plutôt administrateur. Il faudra surtout qu'elle ait la même structure ici de base de données. Ce que tu peux faire du coup, c'est créer une interface où, par exemple, toi, tu vas pouvoir visualiser tous tes utilisateurs, tous les posts qui ont été gérés. On peut reprendre le projet, par exemple, on va prendre le projet, par exemple, Amazon. Ici, où est-ce qu'il est le projet Amazon? Voilà, par exemple, le projet Amazon. Moi, je veux avoir une interface admin où je vais ajouter des produits. Donc, évidemment, ça ne va pas être cette interface-là, c'est l'interface client, mais je peux le faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a ici le Content Manager, d'accord, qui va vous permettre de gérer depuis l'interface de Flutterflow les données les plus basiques que vous pouvez avoir à manipuler. Donc, par exemple, vos produits. Okay, et donc là, on peut avoir à gérer, par exemple, disons les catégories ici, ou alors les produits. Donc là, je peux venir éditer un produit, ça va fonctionner. OK. Là, si je veux mettre le modifier, ça fonctionne. OK. Donc après, pour créer une page admin, ça dépend de ce que tu veux. Enfin, si tu veux, il faut être aussi vraiment précis sur vraiment, est-ce que tu veux que ce soit quelque chose de grand écran? Par exemple, on peut avoir une page admin qui est avec une interface qui n'est pas mobile first, c'est-à-dire qui est plutôt dédiée aux grands écrans. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ici avec Flutterflow, on peut créer des pages qui vont être plutôt de type grand écran, quoi. Soit dans le flow, ici, on va avoir un ensemble de pages, on va plutôt avoir les pages de type dashboard, par exemple. OK? Ou alors de type liste ici.
Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Vas-y, n'hésite pas si tu veux prendre le micro. Alors, est-ce que c'est possible de créer un dashboard? Alors, Nawel, ta question, bon, elle est assez précise. Est-ce que tu veux la poser à l'oral? Peut-être c'est plus simple, que tout le monde comprenne bien ce que tu veux. Non. OK. Alors, dans votre dashboard, vous mettez ce que vous voulez. Mais ces questions-là, en fait, ça sera plus simple pour vous une fois que vous aurez bien compris comment on gère un projet. En fait, je pense que ça vous paraîtra évident une fois que vous aurez pris en main Flutterflow et Firebase, en fait. OK? Il y a pas de. Je veux dire, en fait, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de. À partir du moment où vous allez gérer des données, moi, je vois aucune contrainte à ce qu'on peut faire. Je vais vous prendre un exemple ici. J'ai ma PWA là sur ma petite application à moi. Par exemple, ça peut être, est-ce que je peux rédiger mes articles depuis une web app Flutterflow? Oui, mais je peux faire ce que je veux en fait. Ok. Tout est possible à partir du moment où on prend le temps de se former, de se renseigner, etc. Ok. Et donc pour obtenir les résultats, oui, tu peux bien sûr récupérer toutes ces informations-là. Frédéric, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors moi, je veux bien t'aider, mais le mieux, c'est que tu poses ta question en direct. Ok. Bah, après, c'est compliqué de répondre comme ça de manière assez. En fait, je vois pas. Alors, pour prendre le micro, bah, tu dois avoir un bouton pour activer ton micro. En fait, tout dépend de comment est structurée ta base de données, mais si tu veux, c'est de ça dont on va parler là dans un instant. OK? Est-ce que ça te va? OK? Alors, juste pour finir sur ça, une dernière question. Alors, pour le responsive, il y a plein de petites astuces que je pourrais vous donner. Moi, par exemple, j'en ai une ici. Pardon, ici, par exemple, ici, quand on a une grid view, d'accord? Vous pouvez utiliser le widget en fait qui s'appelle le grid view avec en fait les indices de votre colonne, du nombre de colonnes qui va être dynamique. Donc là, par exemple, je vais augmenter la taille de l'écran. Je ne sais pas si ça va encore augmenter. Non, là, c'est le maximum. Vous allez voir que plus je vais diminuer la taille de l'écran, plus on va réduire le nombre d'éléments que j'ai dans ma colonne. OK? Voilà, donc ça fait partie des indices. Ensuite, vous allez avoir les éléments qui sont conditionnels. Par exemple, je vais pouvoir lui dire que, par exemple, ici, parce qu'elle est ma navbar, je vais l'afficher que sur les écrans de téléphone et de tablette. Ici, donc, c'est pareil pour la app bar, d'accord? Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai créé en fait un composant qui s'appelle la barre de navigation, qui elle aussi est donc conditionnelle et que je n'affiche que sur les grands écrans, donc ordinateur et tablette en version paysage. Donc il y a plein de notions de responsive que je pourrais enfin, d'astuces de responsive que je pourrais vous donner. Ça en fait partie. Et est-ce qu'on peut importer des données existantes dans Firebase? Oui, tu peux notamment le faire ici avec le Content Manager. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le projet Amazon de la formation Flutterflow Excellence. Tout ça, ce sont des produits qui sont importés. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Jean-Michel. En fait, il y a un élément ici, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir donner, alors, encore une fois, le responsive, c'est sans fin. Je vais par exemple ici prendre la grid view. Comme je vous ai dit, soit vous mettez une valeur brute, ici par exemple, vous mettez 1, 2, 3, 4, soit ici vous donnez des valeurs qui sont conditionnelles en fonction du responsive, en fonction de la taille d'écran. Donc là, je lui dis, pour petits écrans, c'est 1, écran intermédiaire, c'est 2, écran large, c'est 2, et par défaut, c'est 3. OK? C'est ça. Ouais. Moi, j'utilise, enfin, c'est pas une grid view, mais j'ai divers champs de validation. Et quand je les mets sur un écran large, ben, fatalement, la largeur, initialement, elle était infinie puisque j'apprenais l'outil.
Maintenant, en Ouais, fait, j'utilise la même chose avec le breakpoint et à ce moment-là, je lui dis c'est un pourcentage de l'écran et comme le top container reformate tout ce qui se trouve en dessous, et bien en fait, la largeur, elle est maximum 50% quand on a un écran d'ordinateur d'accord. Ok. voilà. Alors, ouais, ouais, je vois bien. Après, c'est vrai que de prendre son projet, de le rendre complètement adaptable entre un très grand écran, là, un écran d'ordinateur et un écran mobile, ça peut prendre un petit peu de temps. Je ne vous cache pas que c'est plein de petits détails. Par exemple, ce que vous voyez ici, là, avec un petit carrousel où on a un affichage en fonction de toutes les tailles d'écran qui est correct, ça demande parfois de réfléchir un petit peu. Donc, il faut utiliser des astuces. Par exemple, ici, moi, j'utilise un fond flou avec une hauteur, en fait, pour mon composant, pour mon widget, qui est définie. Comme ça peut passer pour un tout petit écran et aussi pour un écran extra large. Mais ça demande à chaque fois de prendre en compte. Ici, pour la grid view, le plus simple, c'est de faire un nombre de colonnes qui va être variable en fonction du cas de figure. Et Alors, j'ai... Ouais, sur vas-y, vas-y. l'application mobile, j'utilisais pas la grid view, mais en fait, ça a tout son sens dans une application web et donc je n'ai qu'une seule colonne, j'ai une list view en fait. Et Ouais, donc, ouais, je ouais. pense de devoir la changer en grid view avec une colonne. Alors effectivement, tu peux, en fait, la list view, donc pour ceux qui voient pas, en fait, disons qu'on a deux widgets qu'on va utiliser assez souvent. Donc on a la grid view ici, la list view. Ce sont des éléments qui sont, c'est un peu plus complexe que de simples colonnes et rows. C'est des éléments donc qui sont faits pour avoir une connexion, on va dire, dynamique, soit avec une base de données, soit avec un API call. Et donc ils sont scrollables par définition, hein. Le but c'est que ce soit des listes qui soient scrollables. Et bon, il y a plein d'éléments qui sont configurables, mais on peut, malgré le fait qu'on ait une grid view, afficher du contenu quand même sous forme de liste, hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans la grid view, on va avoir une gestion du format de notre grille. Donc, on va gérer par exemple l'espacement et également le format. Donc là, moi, j'ai un format carré, donc 1 sur 1. Donc, peu importe la taille de mon écran et de mon nombre d'éléments dans ma grille, je vais rester sur du 1 sur 1. Donc ça peut être un élément qui peut être un petit peu gênant. Non, c'est plutôt bien parce que ça fait un bon resize des images en fait. Sinon, les proportions Alors, sont plus bonnes. voilà, en fait, la gestion des images, c'est un des points qui est le plus compliqué à gérer en responsive. Comme je vous ai dit, il y a soit le cas de figure où vous allez par exemple afficher plutôt du contenu vertical dans une grande colonne comme j'ai fait ici, et il va falloir un petit peu limiter vos images. Parce que par exemple, si je mets mon image, celle-ci, 100%, avec une proportion qui est celle des miniatures YouTube, mon image, elle va prendre la moitié de l'écran. Donc, c'est pas ce qu'on veut afficher. Donc, il faut effectivement travailler soit sur des grilles qui vont être adaptatibles au niveau de l'indice, soit sur du contenu donc en colonne, et donc il va bien falloir un petit peu ici brider ou limiter la taille d'écran. Donc, ce que j'ai pas fait partout, puisque ici, par exemple, ici, j'ai pas réduit la taille de ces images-là. Donc, on est sur des images qui prennent tout l'écran. Bon, ça passe, mais c'est pas idéal. Voilà. C'est bon pour toi, Jean-Michel? Oui, oui, très bien. Très Ok, alors intéressant. j'ai eu pas Les mal yeux, de... très utile. Merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai eu d'autres questions. Je vais peut-être pas avoir le temps de répondre à tous. Je vais quand même juste vous faire un petit topo ici. Alors, attendez, j'arrête 2 secondes. Un petit topo. Alors, Anthony, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là. Ok, Salut à tous. salut. Alors, est-ce que tu peux, toi, un petit peu, avant qu'on passe là à la structure des bases de données, un petit peu, bon, ce qu'on a fait avec toi déjà, est-ce que tu peux un petit peu peut-être te présenter? Oui, Présenter ton projet et puis un petit peu parler de tout ce que tu as pu faire, toi, avec Flutterflow depuis ces derniers mois, ces dernières semaines. ok. Donc moi c'est Anthony. J'ai un site internet qui s'appelle monclubmaville.fr que j'ai lancé en novembre dernier. Ok. Et j'ai découvert Driss et Flutterflow au mois d'avril. Oui, c'est ça, avril-mai. Ouais, Et voilà, donc j'ai commencé par la formation Flutterflow Challenge que j'ai bouclé en un mois à peu près. ok, Et ensuite, Flutterflow Excellence. Là, je suis à 80% d'avancement, donc il me reste juste le projet Uber à finaliser. ok, super. Mais voilà. Est-ce que tu veux que je partage en direct aussi, qu'on voit ton projet, qu'on puisse un petit peu le regarder, ça te va?
Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est un projet, donc tu nous as dit pour les passionnés de foot. C'est ça. C'est Ok. un site à destination, enfin, dans un premier temps, un site, ça va devenir une application du coup, Ouais. mais un site qui a vocation à rapprocher les fans de foot. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, les fans de foot, ils sont un petit peu vus comme des hooligans, entre guillemets. Ils sont tous un petit peu, enfin, si tu vas sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, enfin, Twitter, c'est peut-être le pire. Tout le monde est en train Ouais. de s'insulter, se tirer la bourre, etc. Alors qu'en fait, je sais, moi, en tant que connaisseur, entre guillemets, qu'il y a une large communauté qui aime juste le football, qui aime Mhm. juste partager des émotions et partager leur passion tout simplement sans se tirer dans les pattes. Et du coup, le fait d'avoir des clubs différents n'empêche pas de partager notre passion. Donc, c'est un petit peu l'idée. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de toi, alors rapidement avant qu'on se lance dans l'analyse un petit peu du projet. Bon, évidemment, tu vas nous dire que c'est moi qui t'ai fait choisir Flutterflow, mais toi, donc de base, tu n'avais pas de compétences techniques particulières, quand même, on peut le préciser aussi. Ah ouais, du tout, je démarre à zéro. Enfin, j'ai démarré à zéro au mois d'avril. Ok. Tu peux nous parler peut-être de ton métier de base pour montrer que c'est vraiment pas du tout dans le même domaine. Ouais, bah, je suis comptable. Ok. Voilà. Et, et comment Et ça s'est passé du coup? Comment ça s'est passé cet apprentissage-là? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que ça a été sympa? Est-ce que ça a été compliqué? non, ça a été très très simple. Enfin, après, c'est quand même du boulot, il faut quand même s'investir. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est le fait d'avoir des formations qui, justement, sont accessibles à des gros débutants, Ok. qui était mon cas. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce que c'était une colonne, une row, un container, etc. Et maintenant, 4 mois après, je trouve que je m'en sors quand même vachement bien. Je suis très fier de réussir certaines pages, certaines fonctionnalités, etc. Et t'as une très bonne pédagogie. Et puis vraiment, c'est vraiment du début. Tu expliques les mécanismes, les fondamentaux, et ensuite, petit à petit, on progresse, on apprend, Ouais. ça devient un petit peu plus complexe. Et en fait, il faut vraiment reproduire le contenu des formations pour progresser. Je pense qu'il ne faut pas juste regarder Ok. les vidéos. À mon sens, enfin, c'est un petit peu le secret Alors justement, pour progresser. Ouais. comment tu comparais du coup ton expérience dans la première formation, donc qui est la Flutterflow Challenge, à la deuxième, donc Flutterflow Excellence, qui est basée sur des projets donc plus avancés? Comment tu décrirais tout simplement? Tu dis, la première, tu l'as faite en 1 mois. Bon, les chapitres parlent d'eux-mêmes, mais ça a été quoi pour toi le passage de l'un à l'autre, l'intérêt de la deuxième par rapport à la première? En fait, c'est juste des défis. Moi, je le vois comme des défis de réussir à À reproduire des reproduire. fonctionnalités plus avancées. Voilà. Ouais. Ok. C'est un challenge. Ok. Donc, moi, je le vois un peu comme un accomplissement parce que aussi, j'aime apprendre des choses, je suis assez curieux, etc. J'aime savoir comment les choses fonctionnent, pas juste appliquer sans comprendre ce qui se passe derrière. Bon, évidemment, Ouais, ouais. parfois, ça nous arrange quand on veut aller vite, mais on se rend compte que parfois, aller vite, voilà, c'est l'inverse de bien faire parce que on peut pas toujours solliciter les uns et les autres. Il faut aussi Ouais, ouais. se creuser un petit peu la tête, mais c'est vachement intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça me captive cet environnement Flutterflow. Je trouve que en fait, ça paraît tellement des hiéroglyphes au début, ça paraît tellement Ouais. compliqué, et Ouais. quand tout de suite ça s'éclaire petit à petit, c'est un bonheur, quoi. De toute façon, on en a parlé récemment, donc toi, tu as repris par exemple le projet WhatsApp de la formation, donc là, tu l'as vraiment bien assimilé, ok? Ouais. Et après, tu as été chercher le petit bout de fonctionnalité supplémentaire dans le template de chat de Flutterflow. Mais tu l'as vu, cette étape-là, d'ailleurs, elle n'est pas évidente parce que vaut mieux des fois faire un peu de tout soi-même et bien maîtriser que d'aller chercher la petite fonctionnalité qui, du coup, peut perturber un peu et bouleverser un peu tout ton projet, quoi.
Ça a été un cas de figure que tu as rencontré du coup récemment pour ton chat, on pourra le montrer. Ouais, tout à fait. En fait, en utilisant, en reproduisant comment ça s'appelle, les applications Excellence, enfin, ou même les Ouais, autres applications dans le challenge, on ouais. voit vraiment page après page, widget après widget, etc. Alors que quand on importe tout un contenu, enfin ce qu'ils appellent des flows en fait dans Flutterflow, c'est-à-dire un ensemble de pages, un ensemble de collections, en fait, c'est beaucoup plus difficile de comprendre comment tout ça s'est imbriqué, alors que comme on fait étape par étape avec la formation, avec tous les projets, Hmm. la compréhension est beaucoup plus fluide. Ouais, ouais, ouais. Ok, je suis d'accord. Alors, s'il y en a qui ont des questions dans le chat à poser directement à Anthony, mettez-les nous tant qu'on est tous les deux là. Ok? N'hésitez pas à lui poser la question ou des questions. Euh, bon, après, donc toi aussi un des gros sujets, on va peut-être pas tout montrer, mais ça a été la gestion donc de tes collections. Ok? Ça c'est un Ouais. gros sujet, donc je vais peut-être pas montrer celle en particulier du projet, mais on peut s'appuyer sur d'autres projets. Donc toi, comment tu as vécu justement cette gestion des bases de données? Parce que tu as d'abord pris en main l'outil, pris en main Flutterflow, tout ça, pour commencer à Ouais. travailler sur ton projet. Et c'est vrai que j'ai fait avec toi, comme j'ai fait aussi avec d'autres personnes, c'est parfois je t'ai fait revenir en arrière et revenir en fait aux fondamentaux de ton application, ce qu'on appelle les fondations. Toi, comment tu l'as vécu ça? Qu'est-ce qui t'en ressort? Peut-être aussi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un d'autre aujourd'hui qui va commencer un projet de zéro? Maintenant que tu as fait tout ce processus-là et que tu es en phase presque de publication. Euh, je dirais que forcément, je crois que ça s'appelle le back-end, hein, si je ne me trompe pas, tout ce qui est un Ouais. petit peu gestion de base de données, tout ce qui est... Alors là, ça fonctionne pas parce que tu es sur l'ancien site, tu sais, mon club tiré, voilà, là, maintenant tout Ah est oui, d'accord, rattaché. j'allais Ouais. dire. Il n'y a Je me pas les disais dernières aussi mises à que. jour. Ouais, j'ai Cool. récupéré le nom de domaine. Oui, du coup, je Ok, disais, c'est parfait. c'est vrai que c'est beaucoup plus sexy, entre guillemets, de s'attarder sur le design, sur les pages, sur ce qui est joli, entre guillemets, esthétique. Et c'est vrai que le Firebase, les bases de données, tout ça, ça peut être un petit peu plus chiant. Mais voilà, il faut comprendre, il faut quand même essayer de s'apprivoiser le truc. Et puis de toute façon, encore une fois, avec tes vidéos, je crois que tu fais une masterclass aussi, Firebase. Ouais, ouais, ouais. Voilà, moi c'est en regardant les vidéos, j'ai regardé les ateliers, tous les replays, et c'est ça aussi qui m'a fait progresser, qui m'a fait comprendre. Mais voilà, c'est sûr que les bases de données, moi, c'est moins je peux un petit peu avoir le nez dedans, mieux je me porte, mais c'est Hmm. important de comprendre. Ouais, ouais. Ok. Mais surtout que pour moi, ce qui est intéressant avec ton parcours, tout ton projet, c'est que tu as eu, selon moi, aussi le parcours entre guillemets, classique, c'est-à-dire je découvre l'outil, je me lance dedans, je fais plein de choses, donc tu as beaucoup de fonctionnalités aussi en tête. Moi, je t'ai aidé parfois à en faire moins, parce que c'est encore aujourd'hui, on a les conversations sur qu'est-ce qu'on met en place sur la première version du projet. Ouais, Mais, et surtout, en fait, donc toi, pour préciser aussi, donc tu as suivi les formations et donc tu as pris du coaching. Donc actuellement, on travaille ensemble régulièrement. Donc, à ouais, préciser quand même que tu as pris du coaching et que le coaching t'a servi aussi ouais, en fait, de dire, voilà, j'ai les compétences, et tu sais faire en fait plein de choses, hein. Tu nous as parlé du chat que tu avais repris et que tu as amélioré en proposant ici, par exemple, le partage de photos, hein, donc ça marche super bien. La gestion des cartes, donc tout ça, je précise, tu l'as fait tout seul. Moi, je t'ai aidé finalement à l'optimisation globale de l'application. Parfois au choix aussi des collections, de la structuration des bases de données. Et en fait, je pense que tu es d'accord, hein, mais ça fait partie des fondations du projet aujourd'hui. ouais, Ok. totalement. Ouais, Et qu'en gros, moi, ce que j'essaie d'expliquer à un maximum de monde, c'est que il faut bien se creuser la tête au départ pour savoir comment on va structurer nos bases de données, où est-ce que vont être stockées les infos des utilisateurs, en fait, comment on décortique le projet et on convertit ça en structure, hein. Je pense que Asma aussi, tu pourras nous parler de toi, tes projets que tu as suivis, que tu as réalisés et comment on a structuré ça, mais c'est hyper, hyper important. Et ça,
la meilleure manière pour moi pour vous expliquer, c'est bon, il y a le coaching. Le coaching, c'est bien parce qu'on fait un projet, on le décortique et ça peut prendre du temps. Donc, un projet là, comme ton application Anthony, mon club, ma ville, euh, toi, tu avais plein d'idées, tu en as encore plein. L'idée, c'est par quoi on commence. Comment on structure. Donc là, tu pourrais nous parler de comment tu as géré les clubs, par exemple. Comment tu as géré est-ce que les clubs, ils sont sur un continent? Est-ce que ensuite c'est par pays? Ensuite, dans chaque pays, comment je vais faire pour gérer mes favoris, etc. Donc, il y a plein de questions qu'on peut se poser, sachant que toi, en plus, tu avais aussi ajouté toute une interface sociale, donc avec un abonnement, des abonnements, avec de la création de postes. Et ça, tu l'as pas forcément fait dans la première version. Enfin, tu l'as pas finalement pas affiché directement. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, quand même beaucoup de fonctionnalités. Et finalement, la question, c'est par quoi on commence? Qu'est-ce qui est peut-être le plus important à développer au départ? Et donc, surtout, cette question tout ce sujet de la structuration de la base de données. euh, En fait, évidemment, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de suivre, en fait, la première formation. Donc, pour ceux qui se posent la question, donc c'est bien pour avoir les bases. Donc, c'est des sujets très orientés. C'est d'abord, on fait les bases de données, les interfaces sociales, la connectivité avec les API calls. Donc, on est très orienté fonctionnalité. Ok. La deuxième formation Flutterflow, elle est orientée projet. Donc, on est sur des projets donc, de différentes catégories, donc on a du e-commerce, du marketplace, du social, de la messagerie. Et donc, ces projets-là, donc là, je vous montre les visuels, mais en fait, à chaque fois, vous avez donc les clones des projets et toute la structure de la base de données. Et donc, même quelqu'un là, comme Anthony, qui a suivi quasiment tous les projets de la formation, qui a assimilé un maximum de choses, son propre projet, bah, ça va être différent. C'est-à-dire que sa structure de base de données, elle va être différente. Parce que, évidemment, hein, le but, c'est que chaque projet, bah, il soit le plus spécifique possible, il soit le plus innovant possible. D'accord? Donc ça, c'est évidemment des thématiques que chacun va avoir sur son projet. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont communes. Est-ce que ça te passe si on partage un peu ton schéma de base de données ou pas? Non, vas-y, je t'en prie. Écoute, on va revenir dessus parce que, Il y a, en il plus, y a il y a juste le oui, sujet, tu sais, je t'en avais parlé comme j'ai près de 400 utilisateurs sur mon site et que je suis en train de créer les on comptes n'envoie pas le des... lien, quoi. Voilà. Ok. Alors, encore aujourd'hui, tu as beaucoup de collections. Ouais, mais il Euh, faut que je fasse un tri là, parce que j'ai créé des collections pour des events, par exemple. Ça, c'est un ok, projet peut-être pour plus tard. Les posts, ok. finalement, je ne l'ai pas gardé, mais Ouais. voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là à la fois sur le projet, hein, le but c'est que vous puissiez poser des questions directement à Anthony, et puis en général hein, sur ton parcours de développeur Flutterflow, de codeur, de no-codeur Flutterflow. Enfin, n'hésitez pas, profitez-en pour poser vos questions. Il a un projet qui est hyper complet, qui est en phase de finalisation. Et alors, je ne sais pas si tu peux voir la question, Anthony, là. C'est à l'écrit? Ouais, Ouais, alors sur attends. le chat, en gros, combien ça représente d'heures par Euh, jour sur la formation? un mois avec ton boulot de comptable en plus, ça représente à peu près combien d'heures par jour sur la formation? Ton but est de commercialiser ton app ou bien de changer de carrière? Bah, je t'avoue, JF, que j'ai pas mal bossé le soir, généralement, après le boulot. Ouais. Euh, les week-ends aussi. Voilà, après, on n'a rien sans rien, entre guillemets. Mais ça prend le temps, voilà, ça prend. Voilà, moi j'ai pris. Après, c'est parce que vraiment, je veux sortir une première version qui envoie pas mal, qui a quand même un bon niveau. Donc c'est Mhm. pour ça que ça fait bientôt 4 mois que je sais que on peut sortir une application en moins de temps, c'est possible. Mais voilà, après, moi, il y a eu des moments aussi où, enfin voilà, j'ai d'autres centres d'intérêt aussi, donc j'ai pas consacré non plus 100% de mon temps libre après à Flutterflow. Ouais. Mais oui, le but, évidemment, j'aimerais faire aussi monétiser l'application, parce que forcément, c'est pas gratuit totalement, il y a quand même des petits coûts associés. Euh, et j'imagine, enfin j'espère en tout cas, avec encore plus d'utilisateurs, peut-être que je pourrais imaginer un plan premium à X euros par mois, comme ça peut se faire sur plein d'applications aujourd'hui
pour au moins pour rembourser les frais associés et puis pourquoi pas en faire un petit complément de revenu. Le changement de carrière, c'est vrai que je suis captivé, un petit peu passionné par ce nouvel environnement. Mhm. Maintenant, à voir, à voir, parce que j'ai aussi une situation assez stable actuellement, donc à voir. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pour tu vois, le temps de développement? Oui, bien sûr, je t'en prie. Donc, je pense que pour un projet comme le tien, c'est sûr que je pense que là, si tu prends fonctionnalité par fonctionnalité, alors hormis, parce à chaque fois, il faut prendre en compte le temps d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Moi, c'est ce que aussi j'encourage les gens, c'est à prendre un temps donc pour l'apprentissage. Ça peut être 1, 2, 3 mois. Et donc là, moi, je vais vous orienter sur les formations parce que il y a beaucoup de choses dedans. Encore une fois, je pense que tu peux le témoigner, Anthony. Toi, tu fais partie de ceux qui ont réussi à refaire presque tous les projets. Ça demande du temps. Donc, c'est pas que suivre les vidéos. Là, je l'ai ouvert là, mais c'est suivre la vidéo et refaire le projet. Donc, toi, par exemple, tu avais refait tout le WhatsApp. C'est vrai? Tu avais tout Ouais, refait? ben, j'ai tout refait, tous les projets, sauf Uber où je suis bloqué à la vidéo 3 ou 4, je sais plus. Mais je les ai tous Ok. faits en entier. Ouais. Ok. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est pour vous dire que moi, je vais vous conseiller d'abord, ce que je dis toujours, c'est monter le plus haut possible en compétences. C'est-à-dire que toi, Anthony, on se voit depuis pas très très longtemps. Ok. Mm, On mm. s'est, on s'est rencontrés à un moment donné où tu étais déjà monté en compétences. Donc, dans ce qui est du temps pour le temps de développement, moi, ce que je vous conseille, c'est vous lancez pas directement dans le projet. Prenez le temps de maîtriser un petit peu l'outil, d'avoir les bonnes bases, parce que quand on se lance directement dans l'outil, on peut faire des erreurs, pas quelque chose de dramatique, mais moi je reviens souvent sur, encore une fois, le sujet de la base de données. On l'a fait avec Anthony, on a dû modifier, et encore, c'est pas terminé, parce qu'on pourrait encore écoper encore beaucoup de choses, enlever un petit peu des choses qui sont pas forcément utiles, ou voilà, par exemple, il vous a parlé des événements, ça fait partie des fonctionnalités qui sont possible à intégrer pour les prochaines versions, mais qu'il a choisi de ne pas intégrer dans la première version. Ok. Donc, temps d'apprentissage, premièrement, et ensuite le temps de développement. Donc, je pense que là, si tu repartais de zéro, il te faudrait un bon mois de travail, mais pas plus. On est d'accord? Ouais, Je ça doit pense être que ça là, à peu avec près. tes compétences, un mois de travail, c'est largement suffisant pour faire ce projet-là. Parce que si on prend fonctionnalité par fonctionnalité, c'est que des choses entre guillemets, basiques. Okay, on n'est pas sur des révolutions technologiques, non, c'est que des choses qui sont indépendamment vont être assez simples. Ok, mais ce qui prend du temps et ce qui t'a effectivement toi un petit peu ralenti, c'est de tout gérer. En fait, toi, peut-être l'erreur que tu as faite au début, c'est que tu as travaillé sur plein de fonctionnalités parallèles, la cartographie, le fil d'actualité, le chat. Et à chaque fois, tu me disais, ouais, mais ça, je le veux dans la version 1. Donc ça, Ouais. c'est le coup classique, hein, mais c'est dur, et je sais que c'est dur, c'est de cibler, d'être capable de dire, bah, dans ma V1, je vais faire que ça. En Et fait, je voulais que tu aies rapidement, enfin le plus rapidement possible en tout cas, entre guillemets, le picture, le tableau de ce que je voulais, quoi. Donc même ouais, si tout n'était pas très joli, je voulais que ouais. tu vois qu'il y a la map, il y a le chat, il y a... Oui, tu as Voilà, fait plein de après. choses dans l'appli Ben, encore en qu'on n'a fait, c'est ça, pas. dès que j'avais une idée, je travaillais dessus, j'avançais dessus. Voilà, je sais que je me suis un peu éparpillé, mais ça me permettait de me Ah ouais, vider l'esprit, enfin, me vider l'esprit, c'est pas la bonne expression, mais de ne pas oublier, parce qu'à à force de tout noter, de rien créer, après, ça crée des montagnes de to-doist. Donc voilà. ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends, mais c'est pour ça que tu as le projet, entre guillemets classique, c'est-à-dire que c'est un projet que tu fais en tant que passionné, donc tu as mis tout ton cœur dedans, donc tu as mis Ouais, beaucoup de ouais, temps. ouais, Puis, carrément. t'as comment. Là, on a parlé l'autre jour là, de l'investissement parce que du coup, tu l'as pris là, le forfait pro que tu es en Je train vais de le faire. prendre, je vais le prendre, ouais. On, Non, je l'ai pas pris encore, mais je vais le prendre. on pourra revenir rapidement sur ça parce que ça fait partie des choix qui sont pas toujours faciles à faire et qui demandent toujours de bien réfléchir. Et encore une fois, toi, tu n'avais pas forcément les infos quand tu t'es lancé. C'est qu'est-ce que ça coûte là de lancer, donc j'ai vu passer la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça coûte de lancer là l'application. Donc là pour l'instant tu as le forfait intermédiaire pro
Et C'est ça. tu vas passer au forfait donc le plus élevé qui est à $70 parce que tu vas te servir du mobile deployment, ok, Ouais. qui est indispensable quand on veut faire de l'App Store et du Play Store. Ok. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails de tout ça. S'il y en a qui ont des questions plus précises, moi je veux bien y répondre, mais ça mériterait que on pourrait prendre encore plus de temps, quoi. Ok? Mais, euh, mais voilà, en tout cas, très bon projet que tu as très bien réalisé. Et encore une fois, en fait, sur les fonctionnalités brutes, c'est toi qui as tout fait. Ok, ça, je tiens à le répéter. Moi, j'ai pas créé la carte, j'ai pas créé le chat. C'est toi qui as tout fait. Moi, je t'ai Ouais, aidé. mais Je tu m'as continue à bien t'aider. aidé parce que j'ai quand même pas mal de blocages, j'ai quand même beaucoup de limites encore aujourd'hui. Et pour moi, c'était indispensable d'être accompagné par un coaching une fois, euh, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, au moins pour que te dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux me débloquer là-dessus, etc. Ouais, ouais. Alors, j'ai une petite question sur le coût de la formation et le nombre de séances de coaching. Alors, ça, je peux vous mettre éventuellement le lien du site. Tout, normalement, est bien détaillé dessus. Donc là, je vais expliquer une fois assez rapidement pour que tout le monde voit un petit peu les subtilités. Là, vous avez le programme gratuit de Flutterflow. C'est le premier chapitre de Flutterflow Challenge. Flutterflow Challenge, c'est la formation qui va vous donner les bases. D'accord? C'est orienté fonctionnalité. Et la formation Flutterflow Excellence, c'est orienté grand projet. Donc, on refait 5 grands projets d'application dedans. Ok, donc Amazon, Uber, Instagram, WhatsApp, etc. Ok. Et dans cette formation, vous avez 1 heure de coaching offerte et l'accès au live qu'on fait presque chaque semaine. Vous avez aussi un pack de formation. Je ne sais pas si vous le connaissez. Maintenant, je l'ai sorti il n'y a pas très très longtemps. Vous avez du coup les 2 formations et 2 heures de coaching offertes. Ok, c'est assez récent ce pack. Ok, et donc Anthony, il a aussi pris du coaching en plus. Ok, il a pris un pack de coaching intermédiaire qui lui a offert plusieurs heures de coaching en une seule et même fois. Ok, donc ça c'est pour ceux qui demandaient le prix. Vous avez toutes les infos sur le site des formations. Ok. Est-ce que, Anthony, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu voudrais partager peut-être aux autres? De toute façon, je pense qu'on fera un appel visio peut-être enregistré pour parler encore plus de ton projet qu'on va essayer de mettre sur la chaîne YouTube. Donc, on prendra le temps hein, de revenir sur toute ton expérience, tout C'est ça. Mais cool. est-ce que là, tu as un dernier message ou anecdote peut-être? Bah, juste très content d'avoir découvert ta communauté. Vraiment, Super. c'est exactement ce que je recherchais. À la fois dans les capacités de création Ouais, d'une appli, ouais. et puis à la fois dans le côté communauté, le fait de pouvoir échanger avec d'autres développeurs ou d'autres apprentis développeurs. Voilà, on se sent, Ouais. enfin, on se sent pas seul entre guillemets, on se sent, on peut s'entraider, quoi. Ouais, ouais, puis tu es assez actif aussi sur Discord. Donc, encore une fois, vous avez le lien du Discord. Je l'ai mis tout en haut là du chat. Vous pourrez le retrouver. OK? Alors, est-ce que Asma, tu nous entends? Est-ce que tu es toujours sur le Oui, live? oui, Oui. oui. Est-ce que tu veux partager un petit peu toi aussi ton expérience Flutterflow? Ouais, Bon, on je veux sait. bien, carrément. Ouais? Allez, bah Hmm. vas-y, on t'écoute. Bah déjà, si tu veux montrer l'appli, bon, je suis encore en train de travailler dessus, hein. Vas-y. T'es encore en collaboration dessus. Si Ah tu oui. veux, Oui, alors attends. je t'ai pas enlevé, j'ai fait exprès. Alors rappelle-moi comment elle s'appelle. Docking Bag. Ok, c'est bon. Hop, alors je remets le partage. Alors, est-ce que tu peux toi te présenter peut-être d'abord? Est-ce que tu Ouais. es développeuse peut-être de base? Qu'est-ce que tu avais comme formation, tout ça? Alors, moi, à la base de la base, j'étais enseignante. Et en fait, Ok, quand j'étais enseignante, je faisais du web design. Donc, ouais, je créais des sites internet, principalement avec WordPress. Donc, ok, j'avais des notions un petit peu de développement web, etc. Je ok, connaissais aussi un peu le code, mais c'est vrai qu'après, j'utilisais plus WordPress. Et là, cette année, dernièrement, bon, j'ai créé une agence de marketing. Une agence de marketing où je crée des tunnels de vente. En vrai, j'aide des personnes à développer un peu leur business. ok, Et j'ai eu un proche qui m'a demandé si c'était possible de créer une application médicale. ok. J'ai dit, ouais, mais les applications, moi, j'y connais absolument rien. Enfin, c'est un tout autre domaine.
Moi, ça me parlait absolument pas. Ok. Et puis c'est là que j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé en quoi ça consistait, etc. Donc je suis tombée sur tes vidéos. Et donc là, je me suis dit, ah oui, il va falloir que je me forme. Parce que, bon, Flutterflow, ils disent oui, c'est facile de créer une app. Ouais, bon, faut se former quand même avec quelqu'un qui connaît déjà à la base. Ouais, Mais, ouais, ouais. et ce, pour toutes les plateformes d'application, hein, même Bubble, même, c'est quoi, c'était Glide. Franchement, quand tu connais absolument rien, c'est compliqué. Mhm, Et franchement, moi, j'avais pris Flutterflow Challenge, mhm, ouais, en premier. Bon, je me suis rendu compte que c'était assez vite limité. Puis on avait fait un coaching en échangeant sur l'idée de l'application. mhm. Et donc j'ai pris Flutterflow après Excellence. Et effectivement, ça n'a plus rien à voir quand on crée d'autres applications, on comprend un peu le système et comment ça fonctionne. Ouais, 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 ouais. Enfin voilà, c'est nécessaire, quoi. Et tu veux quoi? Tu veux que je parle de l'application ou pas du tout? Pas Bah, spécialement. je vais juste rajouter que tu as raison. C'est vrai que déjà, entre les deux formations, on monte d'un cran. C'est-à-dire qu'on Ouais. monte en complexité dans les bases de données. Et, pour ceux qui se posent la question, Ouais. évidemment, je vous conseille de suivre la première avant de suivre celle-là. Parce que là, celle-ci, on attaque direct Ouais. sur des projets qui sont quand même plus complexes, quoi. Mais que j'ai essayé de rendre complet, quoi. C'est-à-dire avec une interface quand même assez complète, tout ça. Et que en plus de tout ça, même quand on s'est formé, il y a matière, et surtout là, ton projet va être intéressant sur ça, à décrypter l'idée d'application qu'on va devoir réaliser, soit c'est pour soi-même, soit c'est pour un ami ou un client, et qu'il y a des réflexes à avoir, il y a une vraie réflexion à avoir, et que là, c'est un projet sur lequel c'est pas, quand on est débutant, c'est sûr que c'est pas évident de savoir comment on va gérer ça. C'est clair, ouais. Parce que autant le design, bon, c'est facile, on prend vite la main, Ouais. mais autant il y a quelqu'un qui posait la question, autant la base de données, comme tu disais, enfin, comme tu m'as dit la première fois, c'est 50% de l'application. Et la base de Ouais. données, si tu connais absolument rien, bon, c'est un peu compliqué, mais après, ça s'apprend vite, hein. Avec la Des formation réflexes. excellence, ça s'apprend, ouais. Et après, il y a des tutos aussi, il y a ChatGPT qui est très aidant, voilà, il y a des sites internet et la communauté. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Alors du coup, Franchement, c'est quoi ton projet là, alors dans le les projet grandes lignes? Doc in Bag, bah, c'est simplement une application médicale en fait qui permet d'établir un diagnostic médical en fonction des symptômes, en fonction de l'organe concerné, du symptôme, de si on a de la fièvre ou pas de fièvre. Ouais. Donc, du coup, ça vous donne un diagnostic avec ce que vous pouvez faire, avec des vidéos explicatives, éventuellement un traitement ou autre à prendre, etc. Tout Ok. simplement. Et donc toi, c'est quelque chose, c'est une application qu'on t'a suggéré, demandé, c'est ça, pour une Ouais, c'est ça, ouais, c'est personne pour que un tu connais. proche, ouais. Mm. Ok. Donc, d'ailleurs, c'est une thématique où, comme pour le projet d'Anthony, il y a la version initiale et puis il y avait la version étendue. C'est-à-dire qu'on va avoir la première base, on va vous dire, voilà, je veux une application qui diagnostique ou qui conseille en fonction de ce qu'on va décrire comme symptômes, etc. Mais Mm. vous imaginez bien qu'à chaque fois, tous les projets, il y a la version 1, puis il y a la version 10, puis la version infinie, quoi. Donc on peut, la complexité, elle est infinie. Ok. Mm. Et toi, comment est-ce que, bon, du coup, on a quand même pas mal travaillé aussi ensemble sur la façon de Ouais. structurer ce projet. Comment ça s'est Mhm. passé pour toi, cette phase euh, de la première version sur laquelle tu avais travaillé? Comment ça s'est passé? Bah, au début, je m'étais éclatée avec le design et là, tu m'as dit oui, oui, c'est bien le design, mais maintenant, on va passer à la base de données. Et là, je me suis C'est dit, ça, oula, c'est ça, c'est ça. c'est, là, c'était un autre délire. Ouais, Mais après, une fois qu'on comprend le truc, ça va. Mais là, elle n'est pas ouais, encore terminée, hein, l'application. D'ailleurs, il faudra qu'on se revoie ok, parce que je bloque sur la page symptômes. ok. Mais ouais, ouais, il va y avoir différentes versions, ça, c'est sûr. Tant sur le design que sur le fond, sur les textes, etc., quoi. Alors, du Après, coup, c'est toi, ce que normal, tu, hein. Ouais, du coup, dis-moi. pour toi, c'est donc toi, c'est vrai que tu as fait, comme la plupart des gens, tu t'es dit, c'est du no-code, donc tu t'es éclaté sur. Bon, tu as facilement fait toute l'interface Hmm, utilisateur. c'est ça. Le problème, c'est que moi, ce que je vais regarder, c'est quasiment jamais votre interface utilisateur. C'est directement ici, regardez, Ouais. l'onglet structure de base de données. C'est-à-dire que pour tous les projets, moi, c'est la première chose que je regarde.
vraiment, vous me faites découvrir votre projet, je ne vais pas regarder qu'est-ce que vous avez fait comme design. Moi, je vais essayer de le comprendre avec ce que vous avez mis ici comme structure de données. Et on peut comparer aussi avec le projet d'Anthony. Le projet d'Anthony, il avait beaucoup de collections. Donc moi, c'est toujours un petit warning, quand il y a trop de collections, c'est pas bon signe. Il faut qu'on en ait, pour le projet d'Anthony par exemple, hein, on devrait en avoir en ordre de grandeur 10. Déjà pas mal, 10. 10 structures de données. Donc là, on est sur un projet, on a allez, 5, 6 collections avec ici une petite sous-collection. Donc, est-ce que ça te va si j'essaye un petit peu de présenter tout ce qu'on a fait ensemble pour décrypter ton projet et le convertir en quelque chose de concret? Ça te va? Non, je t'en prie, vas-y. Vas-y. Bon, donc le concept de l'appli, c'est vous donner des infos, on vous donne un diagnostic. OK? Donc c'est hyper simple. Mais Un peu comme si on allait chez le médecin, quoi. voilà. Et avec l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse rediriger, par exemple, on puisse dire il faut aller mettre un pansement ou aller aux urgences quand c'est grave, ou il y avait l'idée de recommander des vidéos. Je ne sais plus où est-ce que c'est, dans les symptômes peut-être. Tu les as pas mis du coup les vidéos. C'est dans le diagnostic, les vidéos, je crois. Ok. De pouvoir recommander par exemple des vidéos informatives dans le cas où on va avoir... Alors, tu ne vois pas le Discord? Alors, attends, je remets juste le lien du Discord. Là. Donc, pour moi, en fait, tout de suite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va être dans le cas d'une application. En fait, c'est un quiz. Okay, quand on va demander des informations aux gens, c'est un quiz. Donc, ça peut être un peu bizarre de voir les choses comme ça, mais en fait, on va demander aux gens de choisir, par exemple, où est-ce qu'ils ont mal. Alors, on va avoir une page ici, critères, on va vous expliquer. Mais en gros, on va avoir la page organes. Vous allez dire, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la main, etc. Et aussi de choisir éventuellement les symptômes qu'on peut avoir. Bon, le but, c'est pas d'aller dans le détail du point de vue médical, tout ça, mais c'est de montrer comment on décrypte un projet comme ça. L'idée, c'est que là, c'est le cas typique où en fait, vous allez avoir un ensemble donc, de questions que vous allez poser à, en gros, tous vos utilisateurs, et les utilisateurs vont interagir avec ces questions-là. On va voir ça sous forme de formulaire. Pourquoi? Parce que ce sont soit des cases à cocher, soit finalement des options qu'on va sélectionner. OK? Et donc, ce qui est pas facile à visualiser ici, c'est qu'on va en fait devoir travailler sur un objet qu'on a appelé le diagnostic, parce que c'est l'objet principal de notre application, ok, de ce projet. Et ça, c'est pas évident à avoir ce réflexe-là de dire, finalement, tout ce que je vais créer dans mon application, là, c'est un diagnostic. Et un petit peu comme le médecin ou la personne dans le domaine médical, elle va avoir son calepin qu'elle va remplir des infos, et à la fin, on va faire le diagnostic. Mais avant de faire le diagnostic, elle doit récolter ces infos. Donc j'ai eu la question tout à l'heure sur comment on gère le state management. On peut d'ailleurs travailler avec des variables locales, hein. Je ne sais pas si tu en utilises ici. Des variables locales? Non. Je crois qu'il y en avait. Je me demande si c'était pas sur la page critères. On n'avait pas mis une variable, je crois. On avait peut-être fait des tests, ouais. En tout cas, on peut créer, si vous voulez, des page state variables, donc des variables locales dédiées à une page. Là, en fait, et c'est marrant parce que c'est pas évident de comparer deux projets, mais on peut comparer ce projet au projet Uber, en fait. Okay, donc c'est pas évident. Et le projet Uber, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le projet Uber, c'est au début, je vais commencer par faire une recherche, par exemple. Donc je vais entrer ma destination et mon arrivée. Alors là, je crois que mon API, elle marche pas très bien pour l'instant. Donc je vais pas refaire le test. Mais en fonction de ça, je vais par exemple être redirigé vers la page de sélection de mon chauffeur. Et ensuite, alors cette version-là, pardon, il faut que je prenne un trajet où ça va fonctionner. Voilà, par exemple, on va faire Paris, Charles de Gaulle. Je viens sélectionner mon chauffeur et après, je vais être redirigé vers la page de paiement. Ce qu'il faut voir pour l'exemple de Uber, c'est qu'on va avoir l'objet principal qui va être le trajet, le ride en anglais, et que je vais travailler sur à chaque fois ce même objet. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai proposé tout de suite dans l'application une gestion de mon historique. Ça, c'est tous les trajets que je vais commencer, ils vont être payés ou pas. OK? Et en fait, pour ce projet-là, donc de diagnostic, c'est pareil. Dès qu'on va commencer à rentrer dans l'application, on va commencer à créer un nouvel objet, un nouveau document qui va être le diagnostic. Et en fait, ce diagnostic, on va lui donner de l'information, on va lui donner des infos. On va dire, OK, bah, ce diagnostic, il va concerner, donc on a 3 critères, hein, si c'est de la fièvre ou une blessure, ou c'est ça.
On a des critères assez généraux. Et après, on va sélectionner donc les organes et les symptômes. OK. Mais toutes ces données-là vont être stockées donc dans un seul objet qui va être le diagnostic. Et c'est pour ça que il faut permettre en fait à chaque fois pour l'utilisateur de commencer à créer par exemple ces diagnostics et aussi à revenir dessus. Par exemple, depuis la page de profil. Est-ce que jusque-là, j'ai pas perdu tout le monde? En tout cas, vous allez tous à suivre à peu près. Bon, l'idée, c'est d'essayer de comprendre dans les grandes lignes comment on passe de ce concept d'appli à l'application en réel. Donc pour moi, alors Asma, tu peux nous parler aussi peut-être de... Bon, toi, tu avais commencé, tu nous as dit par l'interface visuelle, c'est ça? Ouais, enfin, moi, je pensais pas qu'il y avait toutes ces histoires de données derrière. Et tu te rappelles, j'avais fait plein de pages qui liaient aux critères et tu m'as dit non, non, tu peux enlever tout ça. En fait, Hmm. 5-6 pages suffisent et c'est les données que tu vas faire travailler derrière qui vont apparaître sur tes pages. Voilà. Mais Donc euh, en gros, d'essayer d'uniformiser bon, l'expérience. Donc ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'en fait, je mm, vous ai dit, l'objet principal, c'est donc le diagnostic, et vous avez vu, hein, on met tous les termes en anglais. Et en fait, après, tu vas avoir les données qui vont être persistantes. Donc, par exemple, on va avoir la liste des organes, la liste des symptômes, et on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu plus long, mais par exemple, chaque organe va avoir une liste de symptômes potentiels, ou vice-versa. Je ne sais plus comment on avait fait. Voilà, par exemple, chaque symptôme peut correspondre à certains organes. C'est-à-dire que mm, si on a de la fièvre, forcément, c'est un rapport avec la tête, pas avec les pieds, quoi. Ok. Donc l'exemple mm, classique, mais en gros, les critères vont permettre de faire un grand filtre, ok, et après on va sélectionner notre organe qui est touché, et ensuite les symptômes qui sont décrits. Ok. Et après tout ça, et seulement après tout ça, une fois qu'on a stocké, donc ici pour un diagnostic, on va pouvoir avoir la liste des symptômes, la liste, là, le critère qui a été choisi, donc si c'est de la fièvre ou pas, et l'organe de référence. Ok. On va avoir mm. également un utilisateur à qui on est associé. Ça, c'est toujours bien pour pouvoir le repérer. Et en fait, à partir de ça, on va faire tourner le petit algorithme de l'application. On va du coup donner ce qu'on a appelé ici le advice text et une vidéo correspondante et une action aussi. Ça peut être appelé les urgences, par exemple. Ok. Toi, comment tu fais le pont entre tout ça, par exemple? Comment est-ce que tu fais par exemple, ta petite analyse ici? Est-ce que tu y as C'est-à-dire, réfléchi? Comment tu passes de toutes les données qu'on remplit manuellement à une analyse de type texte, par exemple? Est-ce que ça, tu y avais réfléchi? Parce qu'en euh, gros, on n'a toujours pas de custom action ou de... non, pas encore, non. Euh, Alors après, voilà, c'est là qu'on peut commencer à parler peut-être d'algorithme, c'est-à-dire que quand vous allez interagir du coup avec l'application, donc vous sélectionnez votre critère, vous êtes redirigé vers la page organe, vous choisissez votre organe cible et vous décrivez, vous cochez les symptômes qui peuvent être concernés. Ok. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va normalement à un moment donné lancer ou faire exécuter un petit algorithme, on va parler d'un petit bout de code, qui va du coup vous donner le fameux advice texte et la vidéo en question. Ok. D'accord. Donc après, là, tu vas chercher. Alors, tu vois, là, il doit y avoir des soucis. Là. Donc, il y a Oui, trop oui, là, ça, c'est des d'appels. tests. Ok, Ça, ok. c'est des tests parce qu'on s'était arrêté à la page symptômes. En fait, on avait fait le lien entre toutes les pages. Et là, il fallait que je travaille sur la page symptômes avec le on toggle on, on toggle off. Ah oui, donc c'est peut-être sur cette page-là qu'on va avoir comme on a dit, les page state. Ok, les checkbox qu'on va cocher. Bon, Hmm. il y aurait beaucoup de choses hein, dont on pourrait parler sur ce projet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions peut-être là, de curiosité sur les fonctionnalités? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le projet après, peut-être que toi, tu peux nous orienter aussi à SMAP. Là, par exemple, toi, qu'est-ce qui te bloque actuellement sur la suite du projet, là? Bah, c'est cette page-là. C'est Pas le symptôme. symptôme qui apparaît. Et parce que par exemple, tu as choisi fièvre, tu te dis, bon, moi j'ai de la fièvre et j'ai mal à la tête. Donc tu vas avoir tous les symptômes qui font référence à ça. Je sais pas, moi, tu as une douleur à l'oreille, tu as la gorge gonflée, etc. Bah, Mhm. quand l'utilisateur va cliquer douleur à l'oreille, allez, on va prendre juste douleur à la gorge et gorge gonflée,
Mhm. Après que je clique sur obtenir mon diagnostic, bah, que ça donne le diagnostic le plus proche, en tout cas, le plus cohérent. Ok. Alors après, c'est vrai que là, il faut avoir bien concevoir comment on crée une application comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, dès la première page, donc là, qui va être la critère page, donc là, c'est vraiment ce que tu as mis en page d'accueil. Mhm. Ce qu'il faut voir, c'est que dès qu'on va cliquer ici sur le critère qu'on a choisi, donc c'est fièvre, pas de fièvre, et puis Mais si on tu pourrait- lances le test, ça va marcher normalement. ok. À moins que j'ai modifié 2-3 trucs, mais. Donc là, de toute façon, j'ai ouvert la base de données, donc les critères, donc on a fièvre, pas de fièvre ou blessure. Donc on a 3 critères. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dès le départ, on ne va pas juste enfin, stocker nos données, c'est qu'il faut aussi, en fait, dès le départ, on va créer un nouveau document, donc créer un nouveau diagnostic. Et une fois qu'on le fait, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker la référence de ce diagnostic, d'accord, dans notre sous-collection alors c'est en anglais, diagnosis, donc mon diagnostic. OK? Une fois qu'on fait ça, en fait, dès qu'on va passer à la page d'après, donc par exemple la organ page, on va prendre en compte en fait sur cette page-là le paramètre, donc la référence de notre diagnostic. Et donc, quand je suis sur la deuxième page où je vais par exemple ici sélectionner mon organe de référence, je parcours ici mes organes, je viens en fait mettre à jour mon objet diagnostic. OK. Et là, je vais lui dire par exemple, bah, voilà mon organe de référence. OK. Et effectivement, ça va quand c'est la sélection des organes, puisque on n'a qu'un seul organe possible. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on va pouvoir ici avoir une liste de références de symptômes. OK? Et donc, comment on fait quand on est sur une page comme ça, avec des checkbox, pour gérer, en fait, tout simplement, l'ajout et la suppression en fait, de notre liste? Alors, il y a plusieurs options. C'est soit on va travailler ici avec une local page state variable, qu'on pourrait appeler, par exemple, alors soit on lui donne le nom de local quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Ou alors on pourrait mettre selected. Ok, on pourrait l'appeler selected symptômes et donc qui serait une liste de références de symptômes. Ok, est-ce que là ça parle à tout le monde encore une fois? On va se conformer par exemple du coup à ce champ ici. Alors il est où? Symptom ref ici. Donc là c'est une liste de références de symptômes. Donc on peut créer une local page state variable de ce type-là. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'à chaque clic sur la checkbox, donc là, toi, tu as déjà fait l'action de faire le update call. Ce qu'on peut faire plutôt, c'est une option, c'est qu'on va plutôt gérer, en fait, notre state. On va aller dans le state management, on va mettre update page state. On vient sélectionner notre variable ici. On va mettre un add to list. Et ce qu'on va ajouter, du coup, c'est la référence de notre symptôme ici. Symptom reference ici. OK? Mm. Et donc, ce qu'on peut mettre, c'est copy action. On va voir alors, l'interface, en plus, elle a changé, là. Voilà. On peut avoir, du coup, l'action du on toggle off. Et là, on va mettre un remove from list. Et on laisse le même objet. OK? OK. Donc là, on va mettre l'action du cocher, décocher. On va mettre j'ajoute la référence à ma variable locale. L'idée, c'est qu'en fait, notre bouton final, on ne fait notre update dans Firebase qu'avec le bouton final. C'est d'ailleurs ça le bouton qui est assez important dans l'application puisque c'est celui où on va faire. Là, tu vois, tu navigues directement vers la page. Là, il faudrait faire ton update. Là, on pourrait faire un update document en allant chercher la référence de notre diagnostic et en allant chercher du coup le champ qui s'appelle symptom ref. On va mettre un set value, c'est-à-dire je définis la valeur, pas je la mets à jour, je la définis, donc je la remplace d'ailleurs, avec ici notre page state qui est là, on a appelé la variable selected symptom. OK? Est-ce que là, j'imagine que j'en ai perdu pas mal, mais est-ce que dans les grandes lignes, vous voyez ce qu'on a fait? Ou pas? Anthony, par exemple. Est-ce que toi, ça te parle? Alors oui, ça me parle, mais je saurais pas forcément le. Je sais pas par exemple où est-ce que je pourrais l'utiliser dans mon projet. Euh, Ok. pour moi, c'est pas totalement clair non plus. Ok.
Alors, pourquoi Alors déjà, pourquoi est-ce que, par exemple, comme je vous l'ai dit, par exemple, sur la page organe, on n'utilise pas cette technique-là? On fait directement, en fait, en un seul clic, on va cliquer sur l'organe, on fait notre update et notre navigation. Là, on est sur un cas un petit peu différent, c'est que, en fait, la personne, elle va pouvoir éditer son choix. Elle va pouvoir mettre, alors j'ai ce symptôme-là, celui-là, et puis revenir en arrière. Mhm. Donc, on veut déjà séparer en deux temps, c'est-à-dire la gestion des données et l'exportation des données dans Firebase. C'est-à-dire que là, on ne le fait qu'avec ce bouton-là, l'exportation des données. Et entre-temps, je gère une variable locale. D'ailleurs, je n'ai pas fait ici la value, mais on pourrait le faire. OK avec des conditions de présence, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais ça veut dire que là, on espace, on dit OK à l'utilisateur, entrez vos données, et on ne les entre dans Firebase qu'avec un bouton final. D'accord. OK donc là, c'est l'intérêt, et c'est le fait qu'on passe par des checkbox qui fait que c'est recommandé de faire ça. On aurait pu ici, directement, avec le checkbox, c'est ce que tu avais fait, je crois. Oui, dis-moi. Ouais, donc on peut imaginer cette fonctionnalité pour une création de chat de groupe, par exemple. J'ajoute les utilisateurs C'est un par un. exactement, Ouais. ce qu'on fait dans le chat de groupe. Alors, je vais vous montrer pour la Ouais, c'est vrai que c'est fonctionnalité. ce qu'on fait. Oui, oui, c'est vrai. Où est-ce que c'est New Group ici. Donc là, ce sont mes contacts. Je viens sélectionner ici, par exemple, des contacts. Je gère une liste de références d'utilisateurs et je ne vais créer mon document dans Firebase qu'avec le bouton final ici. OK ici, si je ne fais pas un appel à Firebase, je fais une gestion locale de la donnée. OK Asma, pour toi, est-ce que ça te parle? Parce que j'ai vu que tu avais commencé, par exemple, ici à faire un update directement dans Firebase. Est-ce que ça te parle ou pas? Qu'est-ce que j'avais fait? Ça fait un petit moment que j'ai pas touché, hein, je te vois, il y a une semaine. Ça fait une semaine que j'ai pas touché. Toi, tu avais Euh, directement fait un update dans Firebase. Donc là, on peut le supprimer. Et ton update, en fait, on le fait. Alors, je suis d'accord, c'est pas évident de. Moi, à force, j'ai l'habitude parce que c'est toujours les types de variables de type liste. Il y a plein de petites actions que vous pouvez faire à une liste, mais c'est des objets qui sont très, très, très pratiques. On peut faire un add to my list, on peut faire un remove to my list, et vous avez peut-être vu, il y a un set list. Et donc le set, par contre, c'est la fonction de remplacement. Si je mets set à quelque chose, c'est que je remplace. Et donc, il faut que je lui donne une nouvelle liste pour remplacer. Donc là, d'ailleurs, quand on fait notre update, du coup, on va le faire juste avant de naviguer, on lui fait un set value. Donc, je prends mon champ qui s'appelle le symptom ref et je lui mets un set value. Alors que quand je fais mes mises à jour ici avec la appstate, je lui mets soit un add to list, soit ici un remove from list. Ça vous parle ou pas trop? Alors Un là, peu. pas du tout. Donc en fait, là, tant que je suis là ici, je vais rédiger ma donnée dans Firebase. Donc je vais utiliser la variable set donc pour rédiger toute ma liste. Ici, c'est juste j'ajoute ou j'enlève. C'est de l'édition. Non, toujours pas. Comment vous expliquer ça? Ici, par exemple, là, quand je fais là, je viens de décocher. Donc là, j'ai fait un remove from list. Là, je fais un add from list. Et quand je crée Ok. mon groupe, là, je travaille sur une variable locale. Là, je vais du coup créer un nouveau document, une nouvelle collection avec la fameuse liste de participants. Donc là, quand je vais créer une nouvelle discussion, pardon, si je reviens dessus, là, avec ce bouton-là, je vais mettre set à mon champ participant, à mon champ qui a une valeur de liste. Un petit peu comme ici, là, c'est du add ou du remove. Et ici, on va faire un set value. Parce qu'on a plein d'options ici. On va un add to set, remove from set, delete ou set value. Donc ça, c'est j'ajoute une donnée, j'ajoute une entrée à ma liste, j'en enlève une, je définis toute ma liste ou je supprime ma liste. Je la dis. OK, c'est les 4 actions qu'on a. Le set value, c'est un peu comme un valider les champs sélectionnés, en fait. En fait, pas tout à fait, parce que Pas là, tout à fait. en fait, c'est que là, ce qui est compliqué, c'est que là, avec ces boutons-là, je travaille sur la variable locale. Ouais. Et ici, c'est juste que je travaille avec mon champ dans Firebase. Ah oui, d'accord. En fait, le set value, par exemple, si je mets à chaque fois set value, à chaque fois que je mets un checkbox, bah, ma liste, elle va contenir à chaque fois qu'un seul élément. Ça va remplacer. C'est pas juste j'ajoute, c'est je définis.
Et donc là, si je lui donne en entrée, par exemple, juste la référence du symptôme ou d'un utilisateur, bah, ma liste, elle aura à chaque fois qu'un seul élément. Donc si tu veux que ta liste elle ait plusieurs éléments, il faut que tu mettes un add ou un remove pour enlever. Et qu'à la fin, si tu veux, par exemple, stocker toute la valeur de cette liste dans un champ Firebase, il faut qu'avec ce champ-là, tu lui mettes l'option set value. Ok. C'est bon? Petit aparté aussi, hein, les listes, c'est un des éléments qui est hyper important à maîtriser dans Flutterflow et du coup dans Firebase, hein, toute cette partie-là qu'on fait maintenant, c'est vraiment dédié aux bases de données. Ça vous permet par exemple ici de gérer les follow, unfollow, ça ce sont des listes d'utilisateurs. Les likes aussi, ce sont des listes. Hein, ok, donc ça fait partie des types de variables qui sont en fait extrêmement pratiques. C'est ce qu'on a dû faire pour le projet d'Anthony, c'est ce qu'on a fait pour le projet d'Asma ici. À chaque fois, on va avoir besoin, en fonction du cas de figure, on a dit là, on va avoir qu'un seul critère et qu'un seul organe. Mais par contre, on peut avoir plusieurs symptômes. Donc, à ce moment-là, on vient cocher le is list ici. OK? Donc ça, c'est un petit détail et pourtant, ça a une importance qui est extrêmement importante. OK? Mais voilà, en fait, du coup, comment on pourrait gérer cette page-là. C'est-à-dire, en parcourant ici, on ne le voit pas, mais on parcourt tes symptômes. Alors, c'est vrai que j'ai toujours pas ouvert le projet. On pourrait le tester. Et en tout cas, une fois que c'est fait, je mets à jour mon diagnostic, et là, pour l'instant, je vais directement vers la page du diagnostic, en lui transmettant ma référence. Ce qui nous manque, et moi j'avais suggéré des pistes à ce moment-là, donc là on a complété les symptômes, les critères, les organes, et évidemment l'utilisateur de référence. Il faut qu'on analyse tout ça. Donc ici, pour analyser, alors on peut faire avec un petit système de filtre, hein, j'ai vu des questions passer, donc là c'est une application d'aide, hein, c'est évidemment pas un outil forcément qui va être directement officiel, c'est un outil peut-être d'aide, et pour rediriger vers de l'information, donc vers des vidéos explicatives ou vers un scénario, on va dire, bah, dans ce cas-là, bah, vous appelez les urgences parce que c'est un problème qui peut être grave. Du coup, toutes ces infos-là, elles peuvent être stockées, il me semble, soit avec directement les symptômes, c'est-à-dire qu'un symptôme peut être associé avec une action, il peut être associé avec une vidéo informative. Et donc, en fait, pour faire le diagnostic final, c'est plus de comparer tout ce qu'on a rempli comme données. Est-ce qu'on parle de quel organe, de quel critère, est-ce qu'il a de la fièvre ou une blessure, et quels sont les symptômes qui ont été décrits. Et en fonction de ça, on lui recommande quelque chose. Et en fait, moi, j'avais suggéré qu'on utilise une interface d'intelligence artificielle uniquement pour rédiger en fait le texte, mais pas pour donner l'action à faire, hein. Attention. Gemini, ouais. Voilà, avec soit Google Gemini, soit l'API ChatGPT. Pour ceux qui connaissent pas ou qui comparent pas les deux, l'intérêt c'est qu'avec Flutterflow, maintenant on a l'intégration de Gemini en tant qu'API facile à intégrer. Donc on pourrait lui mettre Generate Text à condition de lui donner de l'information. Il faut le nourrir, Gemini, d'accord? Il faut lui donner de la data pour qu'il vous donne de la data qui soit personnalisée. Donc à ce moment-là, on aurait pu mettre à jour le champ Advice Text à partir du résultat de Google Gemini et donc que ce soit le résultat final. Ok? Là, peut-être qu'on peut faire une petite démo. Là, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est juste une application de récolte de données. OK? Alors, on va faire un petit test. Alors, on va mettre fièvre. T'as qu'une seule case à cocher à chaque fois. Alors, tout est coché par défaut. Attention. Ouais. Obtenir mon diagnostic. Donc là, on se souvient qu'on a sélectionné la fièvre. Là, ce sont les symptômes, du coup. Je sais plus. Ouais, ça c'est un symptôme, ouais. Gêne ou douleur, c'est un symptôme. OK. Bon, évidemment, là, l'application, elle est à finaliser. Oui. Parce que là, c'est pas bon le fait qu'ils soient tous cochés, mais en fait, il faudrait, par exemple... Bon, au niveau de l'affichage encore final, c'est pas satisfaisant parce que là, tu fais des listes de tiles directement. Oui, je te déteste ça. OK. J'essaye de me débrouiller. OK. Bon. Et quand j'ai de la peine, là, je t'appelle. Bon, après, voilà. En tout cas, on a quand même bien travaillé sur la structure de ta base de données et ça fait partie
les sujets qui sont les plus importants. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Asma? Ça peut être son approche, ça peut être n'importe quelle question en rapport avec son projet. Non, c'est bon? Toi, Asma, est-ce que tu as quelque chose? Bon, peut-être une dernière question, j'imagine, mais il y en a plein. Peut-être. Ouais, il y en a plein. Mais après, pour ceux qui n'ont pas fait Flutterflow Excellence, franchement, il faut le faire parce que Flutterflow Challenge n'est pas suffisant. Et les bases. Ouais, clairement, ouais. Ok. Mais c'est super intéressant, franchement, c'est super enrichissant. Puis c'est l'avenir, les applications. Donc franchement, moi, j'envisage éventuellement de me réorienter là-dedans, quoi. Ouais, d'en faire, en tout cas, puisque tu as créé une agence, c'est ça? D'en faire une Ouais, après partie de ton l'agence, ouais, activité. je rajouterai d'autres activités. Ok. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci en tout cas pour le partage du De rien. projet, retour sur les formations, c'est super. Merci à toi. De rien, de rien. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions un petit peu supplémentaires? On va essayer de clôturer le live de ce soir. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées entre-temps là. Est-ce qu'il y a déjà Gemini dans l'excellence? Tu veux dire dans la formation? Est-ce que je parle de Google Gemini? Alors, de toute façon, Google Gemini, là, j'avais fait un tuto sur le blog. En tout cas, j'en avais parlé dans... En fait, euh, ça peut être une question aussi, pareil, je fais pas forcément des tutos sur tout, hein. Je fais pas des tutos sur tout ce qui est possible de faire avec Flutterflow. Par exemple, la Gemini, je vous montre, je crois rapidement dans la vidéo, je vous montre comment on l'intègre, et c'est fait assez rapidement, hein, l'intégration de Google Gemini. Moi, mon travail, il se fait en 2 ou 3 temps. Vous prenez la première formation, vous avez normalement toutes les bases, ok? Firebase, interface utilisateur, prise en main, connectivité avec l'utilisation des API. Donc la première formation, c'est toutes les bases, et vous avez normalement de quoi commencer. La deuxième formation, vous montez un petit peu en gamme dans le côté technique, et là, vous allez passer sur la gestion de projets complets avec surtout l'intégration de bases de données complètes. Donc avec une vraie réflexion derrière. D'accord? Ça se fait pas comme ça. Créer un projet comme Uber. Encore une fois, il y a des projets plus simples, peut-être comme Instagram, mais ça se fait pas si facilement. Et en fait, le coaching que je propose, c'est sur les dernières phases du projet d'une application. Là, on va pouvoir travailler sur des fonctionnalités plus précises. OK? Ouais, bonne soirée à tous ceux qui s'en vont là. OK? Donc, par exemple, si vous avez besoin, je sais pas moi, d'aide évidemment sur un sujet très précis, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'abord de suivre les formations. Encore une fois, de monter un maximum en compétences et ensuite de venir me voir soit pour avoir du soutien pour structurer sa base de données, soit pour avoir du soutien et de l'aide sur des fonctionnalités précises. Ça peut être l'intégration de l'IA. Ça, il n'y a pas de souci, on peut y réfléchir, hein. Il y en a qui posent des questions. Comment on intègre un projet d'IA dans Flutterflow? Alors, je l'ai encore ici. Où est-ce qu'il est? Là, je vous avais fait toute une démo. Vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube et un article sur le blog où j'avais créé une petite application avec de l'intelligence artificielle. OK? Mais ça, si vous voulez, pour moi, c'est pas le sujet principal. C'est pas entre guillemets très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'on a vu là avec 2 projets ce soir, avec celui d'Anthony, celui d'Asma. C'est comment on transfère un, un projet d'application, une idée d'application en structure concrète de base de données, et ensuite comment on développe l'application. Ok? Donc là, pour ceux qui ont besoin de projets sur l'IA, vous avez ici, regardez la vidéo ou l'article sur mon blog, vous allez avoir toutes les infos. Ok? Et donc, est-ce qu'il est nécessaire de connaître les bases de Flutter pour utiliser Flutterflow? Non. Encore une fois, c'est un outil qui peut être complexe, qui vous prendra du temps pour être bien maîtrisé, ça c'est une évidence. Vous allez commencer ici par la gestion du drag and drop, donc ça c'est facile à faire, ça se fait bien, même si au tout début là on avait des questions sur la création de design plus précis, mais en fait le vrai travail il n'est pas sur ces pages-là. Ok, c'est ce que vous devez vous dire. Le vrai travail il n'est pas dans la création ici de boutons de design, c'est pas là qu'il est le travail. Le travail il est dans comment vous créez des structures complexes de données, comment vous créez des applications qui soient vraiment dynamiques. Ok, comment on crée une vraie messagerie qui va être personnalisée. Et donc pour ça,
la meilleure chose que je puisse vous conseiller, peut-être avant de vous lancer dans votre projet, c'est monter d'abord en compétences, essayer de vous former, essayer d'être aussi assez strict dans le temps que vous allez dédier à votre formation, et pas directement de vous lancer dans la réalisation de votre projet. Pourquoi? Parce qu'il faut que les fondations de votre projet, elles soient les plus saines possibles. C'est quelque chose que je traite encore aujourd'hui avec quasiment 100% des gens que j'accompagne. Ça passe par la structuration des bases de données, mais c'est en gros comment on fait pour que mon projet il ait une version 1 qui soit satisfaisante pour moi avec les fonctionnalités et que ça puisse évoluer. On l'a vu avec le projet d'Anthony, il a parlé par exemple des événements, là c'est pas géré dans cette version-là, mais ça pourra être ajouté facilement parce qu'il a bien structuré du coup tout son projet. Ok? Est-ce qu'il y a des dernières petites questions? Puis sinon, écoutez, je vais vous laisser sur tous ces sujets-là. Non, c'est bon, pas de dernière petite question. Bon, écoutez, en tout cas, bah, merci à tous d'être venus. Je ne sais pas exactement combien on était ce soir. Voilà, donc le chat, le live, comme ça, je vais vous le proposer en fait normalement une fois par mois. Voilà, sachez que dans la formation Flutterflow Excellence, les lives, ils se font une fois par semaine. Donc, c'est des lives qu'on fait, des ateliers, ce que j'appelle des ateliers, où vous avez la possibilité de parler de votre projet, de poser des questions. Et évidemment, on aborde plein de sujets plus techniques aussi. Et parmi ces ateliers-là, il y a des masterclass, d'accord? C'est-à-dire des masterclass, c'est des ateliers qui sont dédiés à un sujet. Ça a été Firebase, j'en ai fait d'autres sur Algolia, enfin bref, ok? Il y aura un nouvel atelier gratuit donc pour tout le monde le mois prochain, donc au mois de septembre. Ok, vous recevrez le mail, je vous ferai suivre ça un petit peu partout. Ok? Écoutez, ouais, alors il y a des dernières questions. Créer une API avec Django et consommer avec Flutterflow. Oui, oui, tu peux intégrer toutes les API que tu souhaites normalement avec Flutterflow. Ok, je l'ai montré rapidement sur certains projets, mais c'est possible. Ok. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à la prochaine, du coup, sur la chaîne YouTube, sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut à tous.